Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et ouais, je me suis un peu emballé parce que je me suis dit que le début c'était un petit peu trop monocorde. Tu m'excuseras. Et aujourd'hui, je disais, j'ai eu le plaisir d'avoir mon pote et mon collègue Axel Wino sur le podcast. Axel, c'est qui c'est Axel? Axel, c'est un créateur de contenu, si tu le connais pas encore. Il est actif un petit peu partout, mais notamment sur TikTok, là où il y a plusieurs millions de personnes qui le suivent. Et là où tout est un petit peu explosé pour lui l'année dernière pendant le confinement. Et justement, on va revenir un petit peu sur tout ça. On va revenir sur son parcours, sur comment il s'est retrouvé là, sur quelle est sa philosophie de vie et de création. Et on va très vite comprendre que Axel, c'est un touche-à-tout, tu vois. C'est vraiment quelqu'un, il a envie de tout faire. Il a envie de tout réussir à faire. Il a envie de tout essayer. Ça se reflète aussi dans sa création de contenu. Ça se reflète comment il aime passer son temps. Ça se voit dans tous les sports qu'il a testés. On va en parler. Et on va discuter de comment est-ce que ça complique les choses, en fait, quand on n'est pas spécialiste, quand on n'est pas spécialisé, quand on peut pas être catégorisé comme le mec qui fait que X ou Y sur les réseaux, ça devient vachement plus difficile pour l'algorithme de comprendre qui tu es, ce que tu proposes, et par conséquent, de gagner sa vie, on dira. En tout cas, on va en parler parce qu'on va revenir sur son parcours. On va discuter un petit peu de comment il a commencé à faire ses premiers placements de produits sur TikTok, sur les réseaux, comment il a dû apprendre à ne pas se faire avoir comme la toute première fois. Il va nous balancer la petite anecdote. On va parler un petit peu de tout cela que moi je connaissais pas trop, donc j'ai voulu lui poser un petit peu des questions. On va aussi discuter de comment il gère le stress de la variance dans ce milieu, tu vois. Tout va très vite, encore plus sur un réseau social comme TikTok. Comment est-ce que lui, il fait pour gérer la peur que tout s'arrête aussi vite que ça a commencé, et comment il cherche à trouver le moyen qui lui permettra de pouvoir continuer à faire ce qu'il a vraiment envie de faire tous les jours, c'est-à-dire tout, tout faire. Mais ça demande d'avoir du temps et de l'argent d'une façon ou d'une autre, et on va discuter de ça. J'ai beaucoup apprécié cette conversation avec Axel. Ça faisait un moment qu'on se connaissait, mais qu'on n'avait pas eu l'occasion de parler plus que 10 minutes de suite. Et voilà, ça a été cette occasion. J'espère que cette discussion te plaira également. Sans plus attendre, je te laisse rejoindre ma discussion avec Axel Wino. Bon du coup, Axel, bienvenue sur le podcast, mec. Merci Eric, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Un énorme plaisir, parce que là, pour le coup, ça fait un beau petit moment qu'on se connaît, on va pouvoir y revenir un petit peu. Mais du coup, Axel, c'est 26 000 sur Twitch, c'est 180 000 sur YouTube et sur Instagram, 2,3 millions d'abonnés sur TikTok. C'est méga impressionnant comme nombre. Et ça monte vite, ouais. Ah ouais, ça monte vite, manifestement. Et je sais justement qu'en plus c'est arrivé un petit peu d'un coup comme ça, sans prévenir, quelque part. Et malgré tout, c'est passé tellement vite que il y a très certainement des personnes qui écoutent qui savent pas encore qui est Axel Wino. C'est ça. Parce que nous on se connaît un petit peu, on va y revenir. T'as fait énormément de choses, tu fais énormément de choses comme beaucoup de créateurs de contenu. Mais comment est-ce que t'en es arrivé un petit peu là aujourd'hui, si t'arrives à résumer un petit peu ton parcours? T'as quoi? T'as 23 ans, c'est ça? J'ai 23 ans, ouais, c'est ça. J'ai 23 ans et je pense que de base je suis juste quelqu'un qui est très curieux, très curieux et j'ai toujours aimé en réalité faire un petit peu de la vidéo, donc je pense que ça a commencé avec le street du coup. Le street qui m'a un petit peu forcé, tu vois, à être sur les réseaux et à partager en fait ce que je faisais avec les autres, vu que c'est une communauté très petite et que tu peux échanger que à travers les réseaux. Je pense que c'est un petit peu comme ça que j'ai appris à découvrir, à partager ma vie à travers les réseaux, etc. Et puis de fil en aiguille, je faisais aussi en fait des courts-métrages avec des amis qui étaient dans le cinéma. Ils avaient acheté une petite caméra, etc. Et du coup, tous les étés, vers l'âge de 13, 14, 15 ans, on faisait des petits courts-métrages comme ça dans les bois. On faisait des trucs, c'était sympa. Donc, il y a eu toujours un petit peu ce rapport avec la vidéo. Et puis est arrivé un jour où j'ai entendu parler de TikTok et moi je faisais un petit peu des petits Vine, des petits trucs à l'époque déjà sur Insta. Sur Vine j'en avais fait quelques-uns mais ça avait vraiment jamais marché. Puis après j'ai reposté des Vine, mais pour moi Vine c'est juste le format maintenant. Tu vois, c'est même le plus format très court, c'est juste le format très court. Sur Insta pareil, ça fonctionnait pas vraiment. Et puis un jour on a tenté sur TikTok et puis ça a bien marché. Ça a bien pris grâce à l'application TikTok qui vraiment est fait pour se faire découvrir, du moins c'était fait pour ça et je pense que ça va l'être encore un petit peu et du coup voilà, c'est grâce à TikTok que j'ai réussi à faire voir des vidéos, du contenu et à faire quelques vues quoi. Ça c'était quand alors que t'as débarqué sur TikTok?
Moi, j'ai débarqué l'année dernière en février. Février 2020. Février 2020, ouais. Ok, et là, t'en étais où à ce moment-là, genre dans ta vie, tu bossais, alors, j'étais un petit peu perdu, je t'avoue, parce que moi, j'ai jamais trop aimé les études, l'école, etc. Et je savais pas trop quoi faire, donc je me suis orienté vers la facilité. Vu que j'ai toujours aimé le sport, vu que j'ai toujours été un petit peu un accro du sport, je suis parti en STAPS. Je me suis dit, bon, ça va être facile. Je suis bon en sport en général, donc je vois pas pourquoi ça le ferait pas. Et du coup, j'ai passé mes années une à une, assez simplement. Et puis arrivé en fin d'année, voilà, là c'est l'année où tu te dis bon c'est cool, je vais avoir mon diplôme. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me faisait vibrer le plus de coacher. D'enseigner c'est pour devenir coach, on est d'accord. Ouais, c'était ça. Moi, au départ, c'était pour devenir prof de PS, sauf que je me suis vite rendu compte que le cursus, il était beaucoup trop littéraire pour moi et que lire des textes d'histoire et des trucs et résumer des textes et tout, c'était vraiment pas fait pour moi. Donc j'ai changé, je suis parti vers de la préparation physique, ce qui collait beaucoup plus parce qu'il y avait un peu plus de science et un petit peu plus de réflexion. Et moi, j'aime beaucoup la réflexion. Donc le cursus, c'était cool. Après, la finalité, je me suis vite rendu compte que j'allais très vite tourner en rond, refaire souvent la même chose et que finalement je préférais moi pratiquer le sport que l'enseigner, parce que l'enseigner, ça, même si les profils changent au final, les profils c'est plus il y a plus des catégories de profils et tu ranges les gens dans ces 3-4 catégories qui au final reviennent tout le temps et ça allait devenir un peu relou. Et du coup je me suis dit vu que j'avais en parallèle en fait la vidéo que j'ai développée énormément du coup grâce au street qui m'a donné envie de créer du contenu, donc j'ai acheté un petit appareil, j'ai acheté machin et j'ai commencé un petit peu plus à m'exercer et à pratiquer la vidéo. Et au final, je me suis rendu compte que c'était peut-être ça qui allait plus me convenir, un milieu un peu plus créatif, un milieu un peu plus libre de son emploi du temps. Et je voulais devenir vidéaste en fait. Je voulais tâter Photoshop, tâter Premiere Pro, tâter tout ça et vraiment essayer de me faire une petite place et faire des vidéos. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais travaillé un moment chez Gornation. Parce que j'étais vraiment à la recherche d'expérience, à la recherche d'apprendre des choses et de commencer déjà à travailler dans le milieu. Et du coup, j'en avais parlé avec Phil et il m'avait dit écoute, pas de souci, on peut te faire bosser. Et du coup je leur faisais un petit peu des travaux sur Photoshop, des petits trucs, genre créer des designs. Gornation, donc marque de street workout qui vend des équipements et des vêtements de street workout avec laquelle j'avais collaboré aussi il y a 1 ou 2 ans, et donc je connais très bien Phil, que tu as mentionné, le patron de Gornation, et toi, et je me souviens que justement on s'était retrouvé au hasard en DM parce que tu bossais pour eux et que moi je leur avais envoyé des photos à retoucher et que c'est toi qui ai en fait travaillé dessus. Ouais, c'est ça, incroyable en vrai, franchement cette coïncidence elle est dingue. Mais ce qui est fou, et c'est aussi ce qui est fou, tu vois, ce qui m'a aussi donné envie de discuter avec toi aujourd'hui, c'est que ça fait notre premier contact, il était vraiment il y a assez longtemps. J'ai été recherché, j'ai été creusé dans nos DM avant cette discussion, dingue, parce que je savais que c'était il y a longtemps, et je suis remonté jusqu'en haut et on a commencé à parler le 13 décembre 2017. En fait, on a commencé à parler à tes tout débuts sur YouTube, moi je me souviens. C'était après ma 3e vidéo, j'ai été regarder, tu m'as vraiment truc de dingue. Et parce que moi aussi en parallèle je voulais commencer un petit peu à faire des vidéos YouTube d'ailleurs à cette époque sur le street, etc. Et je crois que il me semble qu'on avait discuté parce que je cherchais des conseils ou je sais plus trop de quoi on avait parlait. Discuté de tu voulais commencer une chaîne tu voulais commencer à faire des vidéos sur le street, tu voulais éventuellement qu'on discute, qu'on fasse des collabs, ça te semblait intéressant de creuser ça. Moi j'étais chaud, mais là où on avait vraiment connecté et là où surtout en fait je me souvenais plus de toi, de cette interaction là, c'était genre 2 semaines après, c'était après la 5e vidéo que j'avais fait, qui était ma première vidéo de développement personnel où je parlais un peu du moment présent, je parlais de différentes choses, et là tu m'avais écrit comme quoi ça te parlait beaucoup, tu trouvais ça super stylé, et tout de suite je m'étais dit tiens, parce que moi je t'avais vu, j'avais vu ton compte, et Axel c'est un mec, il était ultra balèze en street, tu vois, tu l'es toujours aujourd'hui, mais c'est vrai que aujourd'hui t'as d'autres objectifs, j'ai l'impression, puis on pourra en revenir, mais tu vois t'es méga balèze en street. Je me dis un mec méga balèze en street, en plus il est intéressé à discuter, à réfléchir, à parler d'introspection, à se poser des questions sur lui-même. Le mec, il est ambitieux sportif, mais en plus, il voit l'intérêt qu'on peut avoir à se poser des questions. Et moi, je me reconnaissais un peu là-dedans. Et du coup, je me suis dit, putain, ça, c'est un mec intéressant, tu vois. Et tu m'avais vraiment marqué comme ça. Et quand t'as redébarqué plus tard, ensuite, par intervalles réguliers, par ce petit contact avec Gornation, et ensuite, je découvre là, du coup, l'année dernière, putain, Axel Wiino, il a percé de ouf. Je me dis, mais putain, ça m'étonne même pas, limite, tu vois. Je dis, le mec, tu vois, moi. Jusqu'au bout. J'y ai cru. Ouais.
Et c'est là toute la philosophie de vie que j'ai, tu vois, c'est d'y croire et ouais, juste d'y croire en fait, c'est ce qui va faire que ça fonctionne, tu vois. Ouais, c'était assez fou en vrai. Mais c'est vrai que cette période où je t'ai envoyé le message quand tu démarrais sur les réseaux, en plus pour moi c'était une période où j'étais vraiment mais tellement trop dans le moment présent et tellement loin dans ces trucs, et je mangeais bizarrement, je mangeais cru, je testais l'instinctothérapie. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'ai fait de ces expériences. T'as testé les trucs, quoi. Ouais. Ah ouais, à cette époque, c'était vraiment, j'étais trop loin dans l'idée de vivre le moment présent, mais tellement loin que les gens, quand ils me disaient alors tu veux faire quoi plus tard, je disais je sais pas, je m'en fous, moi je suis là dans le moment présent, je pense pas au futur. Et genre j'avais vraiment un discours comme ça, et ça traumatisait un peu les gens. Ils me disaient mais attends, t'as pas d'ambition? Bah non, moi je m'en fous, je suis dans le moment présent, tu vois. Et du coup maintenant ça a un peu plus évolué, tu vois, parce que je me suis rendu compte de plusieurs choses. Mais ouais, à cette époque, quand j'ai vu que tu commençais à parler de ça et que moi j'étais complètement piqué de ça m'a grave intéressé, ouais. Ouais. Ah putain, c'est vrai que ça remonte, et du coup c'est pour ça aussi qu'on avait un petit peu cette relation préexistante qui a évolué très lentement, on dira, parce qu'en plus on s'est vu pour la première fois il y a 3 mois à Barcelone quand je suis venu voir Elio, et que je savais que t'habitais là aussi, et qu'on a pu malheureusement pas parler assez longtemps, mais que à nouveau quand on a discuté un petit peu au parc, je me suis dit ah ouais mais putain, ça m'a rappelé que Axel c'est un mec intéressant en fait, tu vois. Je me dis j'aime bien, c'est vrai, non c'est vrai, je rencontre, enfin tu vois, grâce à ce que je fais aussi, je rencontre de plus en plus de personnes créatives un petit peu comme toi, et je me rends compte ah ouais quand même il y a certains mecs ils ont des mentalités qui sont cool quoi, et ça m'étonne pas qu'ils réussissent, tu vois. Et c'est ce que je m'étais dit vis-à-vis de toi, et du coup je me branle un peu tout seul en me disant ah ouais j'avais deviné qu'il allait percer, parce que tu vois je peux faire le mec, ah ouais moi j'étais là avant, tu vois, je le connaissais avant qu'il perce et tout. Je le sentais, c'était sûr. Je le sentais, ouais, c'était sûr. Enfin bref, du coup c'était d'autant plus cool, et j'étais d'autant plus content pour toi vis-à-vis de ça. Et si tu veux, on peut revenir un petit peu sur comment ça s'est passé, parce que j'ai cru comprendre, du coup, t'as débarqué sur TikTok en février 2020, et est-ce que toi aussi t'as du coup bénéficié un peu de l'effet pandémie quoi, au final? Ouf. Ah bah moi ça m'a clairement profité, hein, toute cette période. Elle a été terrible pour beaucoup de gens, mais c'est vrai que moi dans mon cas ça a été la fusée qui a tout fait décoller quoi. Donc les gens ils avaient pas grand chose à faire d'autre que d'être sur leur téléphone. TikTok ça devenait à la mode, même si moi quand je me souviens j'ai commencé, les gens ils critiquaient un peu, tu vois, ils étaient en mode oula c'est quoi ça TikTok et tout, c'est pour les gamins, je sais pas quoi. Je me suis toujours vraiment fiché de ce que les gens pouvaient penser, et pour moi je partageais juste mon contenu, tu vois, les vidéos qu'on faisait avec Justine, ma copine, du coup on faisait des trucs ensemble, on partageait des bons moments, on filmait tout ça, et on partageait ça, et ça faisait rire des gens, ça remontait le moral à certaines personnes, et du coup les critiques elles te passent vite au-dessus en fait. Donc on a continué là-dedans pendant tout le confinement, on a énormément créé de contenu. Ce qui nous a fait vraiment nous démarquer en fait au départ, c'est justement en fait c'est la voix un petit peu spécifique de Justine. Ouais. Elle a fait une voix un petit peu d'enfant, etc. Et c'est ce qui nous a permis en fait de nous détacher un petit peu du lot, tu vois, de faire la différence par rapport à ce que les autres pouvaient proposer. Vous avez eu des petits coups de buzz en fait au début, ou c'était progressif? Vous avez eu un énorme coup de buzz? Non, ou comment ça a été d'un coup. On n'a même pas eu le temps on est passé de 0 à des millions de vues en l'espace de quelques semaines. La première vidéo a fait 1 million, et derrière il y a eu quasiment que des millions. On a été pendant des mois tout le temps mis en avant dans les pourtois. Les gens, à la limite, il y avait des gens qui commentaient dans les vidéos, on en a marre de vous voir et tout, c'est bon. Il y en a qui nous ont bloqués, et on a développé des haters à cause de ça, parce qu'ils en avaient marre de nous voir tout le temps, parce qu'en plus on avait notre compte chacun. Au départ, moi c'était juste moi qui avais fait un compte, et quand j'ai mis une vidéo de Justine qui faisait sa petite voix, ça a grave fait le buzz, et du coup elle s'est créé un compte elle aussi. Et du coup on postait tous les deux, tous les jours, sur chaque compte. Donc il y avait 2 vidéos de nous par jour qui passaient dans les pourtoits. Et beaucoup de vidéos, vous étiez les deux en même temps, ensemble, du coup? Ouais, beaucoup de vidéos, on est tous les deux, ouais. Au début, nos concepts, c'était vraiment juste sketch, humour de couple, petit scénario, petit sketch, petite comédie.
Donc scripté entre guillemets, pré-réfléchi et des blagues écrites entre guillemets ou comment ? Scripté non, écrite non plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment juste des. Alors soit c'était du spontané, soit c'était quelque chose qui a été spontané, mais qu'on n'a pas pu filmer parce que bah voilà, t'es pas tout le temps en train de filmer. Et je sais pas, en fait, j'ai vite développé cette capacité à prendre du recul sur ce qui se passe. Et dès que je rigolais, dès qu'il se passait quelque chose de drôle, bah, je me remémorais la situation. Et si c'était une situation propice à en faire une vidéo, hop, je notais l'idée. Et le lendemain ou dans l'après-midi, on refaisait en fait la scène qui s'était passée un peu plus tôt, tu vois. Et au final, c'est juste des petites scènes, je suppose souvent des scènes de couple que tout le monde y vit, que tout le monde y trouve amusant, parce que ça nous arrive entre guillemets à tout le monde. Et toi, t'as eu la bonne idée de les retranscrire en fait dans un format rapide, court, qui peut parler à n'importe qui en fait, parce qu'on a déjà tous vécu des choses un peu, et on est tous un peu là en mode ah putain, si on nous avait filmé à cette soirée avec mon pote, ça aurait été génial, les gens ils auraient trop aimé, enfin ça ferait trop rire d'autres personnes, et c'est vrai au final. Mais au final, je pense que ça arrive à plein de gens. Hein. Il faut juste avoir ce réflexe de prendre le recul sur ce qui s'est passé et de voir un petit peu si c'est TikTokable, tu vois, si tu peux l'adapter au format. Et on vit tous des choses drôles, donc on peut tous créer du contenu en quelque sorte. Tu vois, faut juste être attentif à ce qui se passe autour de soi et savoir le mettre en forme, tu vois. Mmh. Mais tu le dis, moi j'avais le réflexe, il faut savoir avoir le réflexe de le faire. Mais en fait, moi ce que je remarque et ce que j'admire du coup, c'est que t'as le réflexe, t'as l'idée, mais tout le monde il a des super idées de trucs drôles qui marcheraient bien. Moi j'ai plein de potes qui ont des super concepts qui marcheraient trop bien sur TikTok, mais ils les font jamais, tu vois, parce que là ce qui fait toute la diff, c'est que toi t'avais la réflexion, mais derrière tu passais à l'action et tu postais la chose et tu le faisais vraiment. Et c'est ça qui change tout. Bah c'est ça qui fait toute la différence dans tous les cas, hein. Et pour tout, hein, soit pas que pour les vidéos, mais au bout d'un moment faut essayer quoi. Bah pour toutes les idées, typiquement on a tous un pote qui avait pensé à Airbnb ou à Uber avant Airbnb ou Uber, sauf qu'ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, non, mais c'est pour ça que ça vaut rien. Les gens ont peur. Hein. Ah bah ça c'est clair. Mais toi t'as pas eu peur, non, parce que du coup bah moi c'était ma passion, moi ça me faisait vibrer, moi c'était des bons moments, on a des souvenirs de fou à travers tout ça. On a passé un confinement incroyable. En vrai le confinement on l'a même pas vu passer, c'est passé à une vitesse. Nous tous les jours on se réveillait, on était contents, voilà, on allait rigoler, on faisait des lives, on faisait des conneries, on s'amusait, c'était vraiment la passion de faire ça en couple, tu vois. Et puis en plus de ça c'est des souvenirs qu'on se crée, tu vois, donc non, c'était vraiment que du plaisir, tu vois. Mais je pense que parce que aussi je portais de l'intérêt à ce milieu, tu vois, de par le street qui m'a fait découvrir les réseaux et de par mon passé un peu plus dans la vidéo avec mes potes et tout, qui m'a donné goût en fait à l'audiovisuel, tu vois. Et bah voilà, tout s'est bien réuni et maintenant ça fonctionne bien, donc c'est cool. C'est beau de voir que t'as eu l'opportunité en fait aussi pendant le confinement, parce que quand le Corona est tombé, alors évidemment ça dépend des milieux, ça dépend de tout. C'est vrai que dans le milieu de la vidéo et de Internet et tout ça, on était privilégiés. Moi aussi, ça a été une période qui est passée assez rapidement. Bah, je l'ai trouvé cool en fait, parce que tout marchait bien bizarrement. Et mais il n'empêche que t'as quand même différentes façons de voir les choses. Tu peux voir ça un petit peu comme une fatalité où tu subis tout simplement ce qui arrive, ou tu peux essayer un petit peu comme j'ai l'impression que toi tu l'as fait. Tu te dis tiens, c'est marrant, il y a quelque chose, les gens ont besoin de quelque chose, les gens ont besoin de ça, ils ont besoin de, je sais pas, changer d'air, se divertir, s'amuser, rigoler un coup. Moi je peux faire ça, et du coup c'est ma chance, ce corona entre guillemets, et tu l'as saisi. Après c'est vrai que le Covid en soi c'était même pas ça faisait pas partie des plans, hein, parce que nous quand on a commencé il y avait même pas en fait de confinement encore. On a commencé vraiment peut-être un mois avant qu'on soit confiné. C'était encore mieux alors, ouais. Donc dans l'optique de, il y avait pas de c'est le Covid donc machin, il faut, tu vois, c'était pas un plan prémédité du ouais là en mode requin, ouais là il va y avoir du trafic et tout, faut qu'on fasse un truc absolument. Non, je savais même pas qu'il allait avoir le Covid, hein, donc on l'a fait, et puis après le Covid est arrivé et c'était nickel quoi. C'était timing parfait. C'était timing parfait, ouais, vraiment. Ah d'accord, ouais, ouais. À part franchement je saurais pas expliquer pourquoi du comment. Je pense que c'est encore une fois c'est cette fameuse loi d'attraction qui t'apporte les choses comme tu les attends, tu vois. Et comme tu fais en sorte tu provoques l'attraction derrière, je suppose, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Quand ça fait des années que tu penses à ça, il y a forcément un moment où il va se passer quelque chose, toi. Ouais. On a parlé un peu de sport
Clairement, on a mentionné le street workout plusieurs fois, c'est aussi quelque chose qui nous a rapprochés, qui nous a fait nous connaître au début, c'est que toi t'as fait du street assez longtemps, t'as fait beaucoup de choses. Quand je regarde, même encore aujourd'hui, tu fais du street, t'en faisais plus avant, j'ai l'impression, mais t'as eu toute une phase street workout, freestyle, tu fais de l'haltérophilie, t'en as fait en tout cas, du tricking ou en tout cas un petit peu de salto, peut-être un peu de parcours. Ouais. Quel est un petit peu ton parcours sportif là-dedans et comment est-ce qu'il a... on sait on sait comment le street a influencé un peu tout ça, c'est que le street il t'a rapproché de la vidéo, il t'a permis de combiner le sport et la vidéo qui t'ont amené un petit peu là, mais quand est-ce que t'as commencé le street, le sport et quel était un petit peu ton parcours sportif? Alors mon parcours sportif est un peu compliqué à expliquer parce que j'ai vraiment l'impression que ça a jamais commencé, ça a toujours été là. Hein. Clairement, j'ai toujours fait du sport. Mes parents m'ont toujours inscrit dans plein de clubs. Je faisais 3 sports en même temps. J'étais inscrit dans 3 clubs en même temps. Je passais du judo, tennis, foot, basket. J'ai fait de la capoeira. J'ai fait j'ai fait du kickboxing. Enfin bref, j'ai fait vraiment énormément de sport. Et très tôt, je dirais primaire, autour de mes 9-10 ans, j'ai commencé, je sais pas pourquoi, à m'intéresser au corps et à mon aspect physique, sûrement dû à des complexes que j'avais. Je pense que j'étais très complexé parce que j'ai eu un accident quand j'étais jeune. Au niveau de la tête, je me suis fait tomber de la cire chaude sur le crâne. Okay. Et du coup, je me suis clairement cramé la tête entièrement. J'ai passé 3 mois en soins intensifs, j'ai failli être chauve, donc j'ai eu énormément de séquelles par la suite pendant beaucoup d'années avec une coupe de cheveux qui ne voulait rien dire. J'étais clairement rasé chauve avec juste une houppette devant. C'était tout ce que je pouvais avoir comme coupe de cheveux parce qu'au-delà de ça, ça formait des croûtes. Enfin, c'était pas possible. Je pouvais juste être chauve, tu vois. Et du coup, je pense que j'ai assez mal vécu ça parce que tous les autres, ils avaient la coupe à la Justin Bieber, ils avaient la coupe. Moi, j'étais chauve, tu vois. Donc, j'avais du mal à vivre ça. Je pense, tu vois. Maintenant que j'ai grandi, je pense que je prends du recul par rapport à ça et je me revois plus jeune et je pense que ça venait vraiment de là. Et du coup, je me suis dit, attends, comment est-ce que je peux attirer l'attention autrement? Comment est-ce que je peux me démarquer autrement? Et du coup je me suis très vite intéressé. Je faisais des abdos, je me souviens en primaire je faisais des abdos, je voulais absolument les tablettes, enfin, je voulais impressionner, tu vois. Et puis arrivé au collège, j'ai rencontré un pote à moi qui faisait des saltos. On était en 6ème, j'avais les yeux comme ça, il y avait tout le monde qui le regardait, j'ai dit je veux faire ça. Et en 6ème j'ai appris à faire mon premier salto. Après ça a continué, tu vois. J'ai essayé de marcher sur les mains, j'ai essayé de faire des trucs petit à petit, et ensuite je suis parti aux États-Unis à l'âge de 14 ans, dans une famille d'accueil. Mes parents m'ont envoyé. J'ai fait tout un semestre là-bas pendant la seconde et j'ai découvert la musculation. C'est fou ça. Donc, moi, j'étais pas trop à fond là-dedans. Juste mon sorte de frère là-bas, lui, à 14 ans, en seconde, ils étaient déjà tous à la muscu, tous avec des protes et tout. Alors, j'ai un peu découvert ce milieu là-bas. J'étais complètement choqué de voir ce qu'ils faisaient, de voir ce qu'ils mangeaient. À l'Amérique. Et au début, j'étais un petit peu réticent. Je connaissais rien, en plus, vraiment aucune notion scientifique sur le sport, etc. Donc, moi, je leur disais, écoutez, moi, je suis jeune encore, je veux pas que ça ait des effets néfastes ou quoi que ce soit. J'étais très réticent. Et puis, au final, je me suis dit, bon, dans tous les cas, pour moi, c'est l'opportunité de parler avec des gens, d'apprendre l'anglais et de vivre une expérience. Donc, je me suis lancé dans la muscu, j'ai fait tout comme lui, j'ai fait les mêmes entraînements, les mêmes repas, tout, et je suis rentré quelques mois plus tard en France, du coup, pour le second semestre de seconde. J'avais prévenu personne que j'avais fait de la muscu et je suis rentré et l'effet a été ce que j'attendais. Les gens étaient très surpris, surtout à cet âge-là. En France, il y a personne qui faisait de la muscu. C'est pas du tout dans les mentalités. Et moi, je suis rentré un peu tanké par rapport aux autres. Et du coup, ça a fait son effet. J'étais content. T'as eu l'impression que ça a aidé ton estime de toi, ta relation avec toi et les autres? Ouais, clairement, ça m'a reboosté, ça m'a donné confiance, mais un truc de dingue, quoi. Parce que, je me sentais au même niveau que les autres, tu vois, même avec mes coupes de cheveux bizarres. Même si à cette époque, ça commençait un petit peu à s'améliorer, je t'avoue. Tout allait mieux, du coup. tout allait mieux, c'est ça. Sauf qu'en rentrant, mes parents, eux, la muscu, c'était niette, quoi. Ils m'ont dit non, c'est mort, en fait. Tu continues pas la muscu. Ça va te niquer, ça va te faire mal au dos, ça va te faire ci, ça va te... Et moi, bon enfant que je suis, j'ai dit ok, tant pis. Du coup, je me démerdais comme je pouvais. J'étais tellement motivé. En plus, le fait de pas savoir que je pouvais aller en salle, ça me demandait de réfléchir encore plus à comment pallier à ça. Et je me démerdais avec des briques chez moi, des trucs. Et puis après, j'ai découvert un petit peu le street. Et j'ai découvert ce qu'on pouvait faire avec son corps.
Et sans salle de muscu, pareil, du coup. Ouais. Sans salle de muscu, ouais, c'est clair, c'est ça. C'est là que ça... Comme ça que t'es arrivé là, en fait. De par cette restriction, tu t'es dit, mais comment pallier à ça, comment contourner l'obstacle? C'est ça. Et puis j'avais un pote qui faisait un petit peu de breakdance aussi, et du coup tout ce qui était rapport au corps, ça m'a grave impressionné, ça m'a grave intéressé. Et je me souviens, le premier objectif que je m'étais fixé, c'était de réussir à faire un ATR en force. Mm-hmm. Donc une presse à bras tendus en équilibre, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et du coup, je me suis fixé cet objectif et j'ai réussi à faire ça. Et par la suite, après, je suis rentré en STAPS. J'ai pris l'option gym parce que c'est ce qui me correspondait le mieux. C'est là où j'allais le plus m'amuser, etc. Étant donné que j'avais un petit peu ces notions de salto, ces notions d'ATR en force, d'équilibre, je connais déjà très bien sur les mains, etc. Et durant ce premier semestre, je suis tombé sur des vidéos de street. De je sais plus qui. T'avais quel âge là du coup? Là j'avais première de STAPS 19 ans. 19 ans. Ouais, donc c'est il y a 4 ans. Il y a 4 ans, comme ça. ouais, je suis tombé sur des vidéos de street. Donc des vidéos d'américains, j'imagine, ou bien? Des vidéos, non, même pas. Franchement, là, j'avoue que je saurais pas te donner la ref de la vidéo en question. Mais il me semble que c'était une vidéo de statique en fait. Et moi jusque là, je m'étais jamais rendu compte en fait qu'il y avait vraiment une discipline, qu'il y avait des compétitions de statique, qu'il y avait, pour moi c'était juste le street, pour moi c'était juste voilà, tout le monde peut faire ça chez lui, faire des pompes, des tractions, des diffs, pour moi c'était le street, tu vois. Et là j'ai vraiment découvert l'autre dimension avec tout ce qui est force statique, tout ce qui est freestyle et tout, et j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc de fou? Et là pendant 1 an je me suis saigné, je voulais cette planche, vraiment c'était mon objectif. J'étais en mode je mangeais cru, j'étais sec, j'étais dans le moment présent, j'en avais marre des études, en plus j'étais en médecine, ça m'avait saoulé, j'ai arrêté. Je travaillais dans une boîte de nuit parce que j'avais que ça à faire en attendant de reprendre les cours. J'étais en transition, perdu dans ma vie, j'avais vraiment que ça à faire de faire du street, et du coup tous les jours c'était planche. Je regardais Naruto en parallèle, ça me motivait. Voilà, vraiment j'étais dans une bulle, la bulle statique quoi. C'était ta happy place, le street quoi. C'était vraiment... Ah ouais, vraiment, j'étais ça m'a motivé, et puis ça m'a apporté pas mal de leçons en fait. Le sport de façon générale apporte des leçons, apporte un cadre de vie, apporte une hygiène de vie, apporte plein de belles leçons, le dépassement de soi-même, le fait de la patience qui me sert énormément aussi aujourd'hui, le fait de savoir attendre quelque chose, savoir attendre et se dire que c'est pas pour tout de suite, mais voilà, ce sera pour plus tard, et que plus tard tu seras content. Et ça, c'est quelque chose qui sert mais tous les jours, au quotidien, dans tous les domaines, c'est dingue. Ouais, t'as très bien résumé tout ce qu'on trouve dans le sport, c'est un truc de fou. Moi-même, je crédite le sport pour ma confiance en moi, pour la confiance qui m'a permis d'entreprendre des choses comme j'ai essayé de le faire par la suite. C'est parce que d'abord, j'étais fier de mon corps, parce que j'avais réussi à faire un truc, et c'est grâce au sport, tu vois. Et le sport, la beauté du truc, c'est que tu peux difficilement te tromper. Enfin, c'est mesurable dans le sens où tu sais que quand tu fais 3 pompes, c'est bien pour toi, et que si tu arrives à en faire 4 à la fois d'après, tu t'es amélioré, t'as la preuve. C'est toi-même qui est arrivé. Et puis ensuite, on apprend des leçons avec les blessures, avec la patience, avec toutes ces choses qui sont, voilà, le sport, c'est pas toujours tout beau, tout joli. Quand on se blesse et quand on est frustré parce qu'on est blessé, qu'on doit s'arrêter, c'est pénible. Je suppose que tu as eu ton lot de blessures et de choses comme ça, surtout si tu t'entraînais tout le temps, tous les jours. Du coup, pas forcément. Moi, j'ai pas été beaucoup blessé. Ok. Ça, je t'avoue, je saurais pas expliquer pourquoi. Ça devait être un petit peu, je sais pas, peut-être génétique, des bons tendons de base, tout ça. Puis je suis pas très grand moi en fait, donc mon corps a subi moins de stress aussi. J'étais, comme je t'ai dit, je mangeais cru à l'époque. J'étais sec comme jamais, pas très grand. Pas très lourd alors. En termes de tension musculaire, ça allait. Mais je me suis blessé. Je me suis blessé justement quand je suis rentré en 2e année de STAPS du coup, où là j'ai été un petit peu forcé de découvrir l'haltérophilie et la force athlétique, etc. Et moi, dans tous les cas, quand un challenge se présente, je peux pas faire les choses à moitié. Donc, je me suis mis à fond à l'haltérophilie. J'ai pris goût à l'haltérophilie, mais vraiment. Et j'ai carrément arrêté le street. J'ai vraiment mis le street, et je me suis mis que à l'haltéro. Pareil, ça m'a aussi redonné confiance en moi, dans le sens où, mine de rien, avoir des legs, des grosses jambes, tu te sens plus complet. Tu vois, tu te sens plus entier que juste avoir le haut du corps et pas trop de jambes, parce que c'est la discipline qui le veut, tu vois. Si t'as des jambes légères, etc., c'est comme les gymnastes, c'est comme ça, tu vois. Mais quand j'ai commencé à avoir des jambes, pareil, ça m'a fait un petit second boost. Quand je me suis senti plein,
je me suis vraiment senti bien aussi. Ouais. Et l'erreur que j'ai faite, en fait, ça a été malgré, tu vois, et c'est ça l'ironie de tout ça, c'est que malgré toutes les connaissances scientifiques que j'ai pu acquérir par la suite, à travers mes études, à travers l'expérience, etc., bah, j'ai quand même fait l'erreur, tu vois, d'un été me dire j'ai envie de refaire du street. Ah là là, j'ai envie de retrouver ma maltaise que j'avais. Ah là là, j'ai envie de tout ça. Et je suis allé à la Barceloneta, là où on s'est vu la dernière fois. Il y avait tout le monde, c'était une ambiance de dingue comme tous les étés, avec les mecs qui viennent avec la musique à fond et tout. Et moi, j'ai cru qu'en l'espace de 2 semaines, j'allais pouvoir récupérer mon niveau. Et j'ai fait comme si j'étais encore aussi bon. Sauf que non, entre-temps, j'ai pris 10 kilos, j'ai pris des jambes, j'ai pris ci, j'ai pris ça. Et je me suis comporté comme si c'était pas le cas. Et là, mon tendon a claqué. Donc là, le tendon a pris cher. Et du coup, bah, j'ai dû faire une pause. Ouais, j'ai dû faire une pause de statique, du moins. Ouais, ok. Ouais, là. Bon, bah, pour le coup, si ça va mieux aujourd'hui, t'auras clairement tiré les leçons de ça. Je pense que beaucoup de gens peuvent s'apparenter à ça. C'est qu'une fois que tu t'es blessé, là, tu sais, là, tu fais attention, là, tu t'échauffes, là, c'est souvent trop tard après. Donc, après, ça, c'est un petit peu le problème aussi de la mentalité dans le street en France. Enfin, même pas en France, j'ai envie de dire globalement, c'est que malheureusement, les gens sont influencés par des mecs qui sont prédisposés, mais de façon vraiment démesurée pour la discipline, qui ont des systèmes nerveux incroyables, qui ont des tendons incroyables et qui peuvent se permettre de s'entraîner comme des acharnés tous les jours et continuer de progresser et pas se blesser, tu vois. Et encore, il y en a beaucoup qui se blessent, mais c'est vrai que ces gens-là font partie des meilleurs aujourd'hui et du coup, t'as tendance à vouloir prendre exemple, tu vois. T'as tendance à vouloir te dire, écoute, moi aussi, no pain, no gain. Mentalité manga, rien peut m'arrêter, chakra à fond. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'ils sont les gens dans la... Ouais. Les gens sont comme ça, hein. Ils pensent vraiment que c'est des super-héros parce que c'est comme ça que les meilleurs ils sont en soi. Mais à éviter, je pense. Ouais, à éviter au final. Il vaut mieux écouter Eric Flag, chose carrée. Ouais, ça, je sais pas, mais il faut surtout apprendre à connaître son propre corps, parce que ça se trouve, tu as ces super tendons de super humain, mais c'est vrai. Il y a de fortes chances que ça soit pas le cas. Généralement, ceux que tu vas voir le plus, tu vois, c'est le biais du survivant, ceux que tu vois dominer les compétitions et dominer les réseaux sociaux. C'est ceux qui ont survécu à la sélection naturelle des tendons et de l'entraînement, de la patience et du coaching et de la détermination et de la persistance, évidemment, parce que les mecs, ils ne viennent pas comme ça du jour au lendemain. Ils les ont mérité aussi ils l'ont mérité leur niveau. C'est juste qu'effectivement, il y en a certains, on est tous un petit peu différents à la naissance. C'est vrai, l'exemple le plus simple, c'est que si tu fais 2m10, le street workout, c'est sûrement pas pour toi, quoi. Ça peut. Ce sera juste très compliqué. Mais ça sera très compliqué pour c'est clairement à ta portée. Moi, je connais des mecs de 2 mètres qui font des fronts, Après, c'est vrai que ça demande plus d'efforts et c'est pas... Tu seras peut-être mieux au basket, tu vois. Peut-être, basket, volleyball, ça semble peut-être un petit peu plus adapté de base. Ok, ouais, non, c'est cool. Mais du coup, aujourd'hui, là, maintenant que t'as ton job, que t'es bien occupé, etc., quelle place a le sport aujourd'hui? Qu'est-ce que tu t'entraînes? Comment tu t'entraînes? Comment tu gères tout ça? En fait, moi, je me suis vite rendu compte au final que ce qui m'anime le plus, c'est vraiment de me voir évoluer dans un domaine. Donc, quand j'ai vu à quelle vitesse j'ai progressé en street au début, parce qu'en l'espace de 1 an, j'avais déjà une maltaise, donc c'était très rapide. Et après, quand j'ai commencé l'haltéro, pareil, j'ai une progression assez rapide et dans tout ce que je vais commencer à faire, je progresse assez rapidement et c'est ça qui me fait kiffer. Et arriver le stade où ça devient vraiment de l'expertise, du perfectionnement, où ça va être des heures et des heures pour essayer de rajouter une petite seconde de rien du tout à ta planche. Je pense que moi, en fait, ça m'intéresse plus à partir de là, et que je préfère en fait changer de domaine, réapprendre un nouveau truc et ressentir en fait cette sensation de se voir évoluer dans un nouveau domaine. Et vu que j'ai fait ça plusieurs fois, mine de rien, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la nutrition, dans plein de domaines, j'ai testé plein de trucs. Aujourd'hui, je me dis finalement l'idéal pour moi, c'est juste déjà de kiffer ce que je fais, de prendre du plaisir quand je m'entraîne, parce que c'est le principal, tu vois. Si ça me saoule, ça sert à rien. Et d'essayer de mixer un petit peu tout ça et de réussir à créer des entraînements variés, de mélanger un petit peu tout, de rester mobile, de rester polyvalent, de réussir à être souple, agile, fort, de savoir faire plein de choses avec mon corps et de conserver ça un maximum de temps. Tu vois, moi, si à 50 ans, je peux encore faire une straddle, que je sais faire le salto, que je sais tenir sur une main, que je sais arracher 80 kilos et tout ça, je serais fier de moi. Ouais, tu pourras être fier de toi, je pense, il n'y a pas de doute. Et puis, d'un point de vue santé, c'est aussi l'idéal pour moi, tu vois. Je pense que d'un point de vue santé, dans tous les cas,
se rester bloqué sur une discipline et vraiment faire que cette discipline et vouloir se perfectionner dans une discipline, c'est forcément source de problèmes en fait. Parce que la répétition du même mouvement fait qu'à terme, dans tous les cas, tu vas fragiliser ton corps. Alors que si tu essaies de le travailler sous tous ses angles et que tu travailles vraiment de façon polyvalente et complète, là tu seras bien plus préparé, tu vois, dans tous les sens du terme. Je suis d'accord avec toi. Moi, je me dirige aussi un petit peu plus dans ce genre d'état d'esprit. Bon, j'ai 30 ans, tu vois. Je commence aussi à me dire clairement, champion du monde, ça n'a jamais été à ma portée. Moi, j'ai commencé le street à 25 ans, donc voilà. Et je me dis aussi, d'autant plus au début, pareil, les newbie gains, on progresse rapidement, c'est trop stylé, t'es trop motivé. Tous les jours, tu t'améliores, c'est trop cool. Au bout d'un moment, ça s'améliore moins rapidement. C'est vrai que c'est un petit peu moins motivant. Et c'est là que c'est d'autant plus admirable de voir ce que certains sont prêts à sacrifier dans leur vie pour devenir les champions dans leur catégorie, parce que c'est un truc de fou. Ah mais moi les sportifs au niveau, franchement incroyable. Je les comprends pas déjà parce que je suis pas comme ça, mais je respecte énormément parce que c'est vrai que toute leur vie ça tourne autour de ça quoi. Il y a rien d'autre qui c'est dingue. Moi c'est dingue de se sentir aussi différent parce que moi c'est clairement pas un truc qui m'anime, tu vois, d'être bloqué et de faire qu'un seul truc. C'est dur. Mais c'est pour ça aussi que j'admire et que je respecte les pros dans tous les domaines en fait, parce que c'est vraiment des gens qui sont experts quoi, experts dans le domaine et qui font que ça quoi. Et c'est dingue. Ouais, non, c'est incroyable. Moi, je m'apparente plus à ce que tu dis effectivement. Tester différentes choses et laisser les champions être les champions, ça. Après, tu vois, ce qui est marrant, et bon, peut-être qu'on en parlera après, tu vois, mais d'un autre côté, moi, c'est aussi beaucoup ça va pas du tout en fait avec les réseaux. C'est-à-dire que ma volonté d'être et ma passion de vouloir apprendre plein de trucs, de vouloir me tester, me challenger dans plein de domaines et de constamment évoluer et d'apprendre des nouvelles choses, ça marche pas sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, il faut être l'expert. Il faut être l'expert dans le domaine et il faut que l'algorithme te voit comme cet expert du domaine et que tu sois prêt dans ta niche, tu vois. Et moi, le problème, c'est que vu que je suis pas comme ça et que moi, sur les réseaux, ça a commencé du coup avec de la comédie parce que je savais, ça par contre, c'était prémédité, c'est-à-dire que je savais très bien que sur TikTok, le sport, ça ne me marcherait pas. Et que ça intéresse pas assez de monde en fait le sport malheureusement. Du coup je me suis dit écoute je vais faire que de la comédie, ça marche, je vais faire gonfler mon compte comme ça autour de la comédie, puis dès que j'aurai une grosse commu je vais voir comment un petit peu ramener d'autres choses, ramener du sport etc. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que je continue de faire. Et plus ça va et plus je tente de nouvelles choses, plus je me diversifie, plus je remarque très bien que l'algorithme me perd, tu vois, il sait plus ce que je fais et c'est con parce que, écoute, il y en a plein, je pense, des gens qui cherchent à faire plein de choses, des gens qui cherchent à être polyvalents, des gens qui cherchent à débloquer des compétences et qui aiment partager plein de choses. Et malheureusement, il n'y a pas de niche pour ça. Hein. Pas de niche pour ça. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, c'est vrai que si t'es pas catégorisé, si t'as pas une belle petite étiquette. Alors lui, il parle de street et du coup, si quelqu'un il cherche street, tu lui renvoies à lui. Moi non plus, j'ai pas envie d'avoir ces étiquettes, mais il faut reconnaître que d'un point de vue réseaux sociaux, algorithmes et même dans la tête des gens, tu vois, les gens ils aiment bien pouvoir catégoriser X ou Y choses comme appartenant à cette catégorie. Ouais. Moi, j'ai juste envie d'être perçu comme le mec qui entreprend des choses, qui tente des trucs, qui s'expérimente, qui partage ses expériences et basta. Tu vois, j'ai pas envie d'être le mec qui fait du street, le TikToker, le youtubeur, je m'en fous, moi je fais des trucs et je montre que c'est possible, voilà. Ouais. Et pour enchaîner un petit peu sur le côté pro et sur cette transition un peu naturelle dans laquelle on a débarqué, aujourd'hui tu te considères, parce qu'aujourd'hui je suppose que ton travail sur les réseaux sociaux c'est ton activité principale, c'est ce que tu fais pour gagner ta vie, pour manger, pour payer tes factures et aujourd'hui tu te considères comme quoi? Alors comment si toi dans ta tête tu te dis que t'es créateur de contenu, entrepreneur, influenceur, je ne sais pas. Moi dans ma tête je suis pas TikToker du coup je suppose, mais non, quelque chose de plus large. Ça c'est je me considère pas du tout comme TikToker, même si je fais des TikTok et que c'est grâce à TikTok que tout ça arrive, tu vois. Mais je me considère plus comme créateur entrepreneur en vrai. Ok, ouais. Parce que je suis plus à fond, je crée de tout. Donc je peux pas dire que je suis créateur de sport ou quoi que ce soit. Je crée de tout et de rien, tout ce qui peut m'intéresser. Si ça m'intéresse vraiment, je vais m'y investir et partager ça.
Et après, il y a aussi l'aspect du coup entrepreneuriat, du fait que du coup quand tu commences à être sur les réseaux, tu commences à gagner de l'argent, t'es obligé finalement de t'intéresser au milieu de l'entrepreneuriat, et tu t'es confronté à une création de société, etc. T'es ton argent, comment gérer ton argent, comment déclarer ton argent, tout ça. Et surtout, ce qui s'est passé pour moi, et c'est pour ça que je me suis grave intéressé à l'entrepreneuriat, c'est que j'ai paniqué en fait. J'ai clairement paniqué. Je me suis dit ouh là là, qu'est-ce que je fais? Moi je commence à gagner de l'argent, c'est cool, mais voilà, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas combien, à hauteur de combien, pour combien de temps. Il faut absolument que je sécurise cet argent et que je trouve un moyen de le faire fructifier en quelque sorte, tu vois, pour pérenniser le truc. Ouais, c'est ça, pour pérenniser le truc, c'est ça, exactement. Parce que ton argent, du coup, tu faisais, et tu fais beaucoup encore aujourd'hui pour gagner ta vie, tu faisais des placements, des OP sur TikTok, sur d'autres TikTok, plateformes aussi, Instagram, et YouTube pas trop, parce que je t'avoue que YouTube, c'est pas notre réseau fort. Du coup, on a dû faire un placement sur YouTube, mais sinon, c'est principalement TikTok et Instagram, ouais. D'accord, ok. Ouais, donc c'est... Parce que moi, je t'avoue, je connais pas très bien ce milieu des placements de produits. On m'en propose, tu vois, régulièrement. J'en ai jamais fait aucun. Ouais, voilà, je m'auto-sponsorise parce qu'en fait... c'est génial de réussir à faire ça. J'étais parti dans l'idée quand j'ai commencé que j'avais envie d'essayer de créer des trucs pour stabiliser un petit peu la chose dès le départ, mais du coup je connais pas ça, et ça me fascine parce que moi j'adore les réseaux sociaux, ça me fascine de ouf, tu vois, mais je connais pas, je sais même pas trop comment tu dois discuter, négocier avec les marques, parce que je l'ai jamais fait pour l'instant, même si éventuellement on va me proposer un truc intéressant une fois, ou on va me proposer beaucoup d'argent, qu'on se le dise, on sait jamais, ça aide à convaincre aussi, et je vais m'y mettre. Mais alors comment est-ce que ça se passe exactement? Comment est-ce que t'as commencé? Parce que du coup t'as grossi sur TikTok, t'as eu un gros projecteur sur tout ce que vous faisiez avec Justine, et les marques ont commencé à vous contacter directement et vous négociez ça vous-même. Comment ça se passe? Alors au début, je t'avoue que nous, notre grande faiblesse, enfin surtout moi, j'ai envie de dire d'ailleurs, parce que je dis nous, mais c'est surtout moi, j'ai vraiment tendance à être trop gentil. Et c'est un petit peu quelque chose sur lequel j'essaie de travailler dans le monde du business, parce que ça porte préjudice. Et à nos débuts, on s'est fait clairement arnaquer, hein. Il y a des gens qui venaient nous voir pour faire des placements de produits, et moi j'étais trop mignon, je demandais, à l'époque on avait, je sais pas, déjà peut-être 300-400 000 vues, même si 300-400 000 abonnés, même si les abonnés ne veulent pas dire grand chose sur TikTok. Aujourd'hui c'est plus ton nombre de vues qui va influencer, et on faisait beaucoup de vues à l'époque, vraiment beaucoup de vues, et du coup une marque est venue vers nous, c'était un pote, c'était des amis de longue date qui étaient avec moi à l'école et tout, qui se lançaient dans un projet qui était assez sympa, etc. Du coup, moi, j'ai dit oui, ils m'ont demandé des tarifs et j'ai répondu 100 €. 100 € pour des centaines de milliers de vues, ouais. Du coup, voilà comment ça a démarré. Ça a démarré par je sais pas comment ça marche, par j'ai peur de demander de l'argent parce que j'ai l'impression que je suis un escroc, parce que j'ai pas l'impression de mériter ce que je fais. Sauf qu'au final, la réalité, ça a été avec ces 100 €, ils ont fait des rentabilités, mais énorme derrière. J'ose pas imaginer. Ils ont fait, ça a été incroyable parce que c'était les débuts, c'était les premiers placements, il n'y avait pas encore trop de placements sur TikTok, ça a vraiment fonctionné beaucoup. Et à partir de là, j'ai fait ah ouais d'accord. T'as compris ta valeur. J'ai dit ok, c'est bon. J'ai vraiment eu l'impression de m'être fait arnaquer. J'ai eu trop. J'étais dégoûté, clairement. T'étais dégoûté, ouais, je peux comprendre, clairement. Mais et du coup, par la suite, on a essayé de se négocier un petit peu mieux, etc. Et puis surtout, en fait, on s'est fait contacter par des agences. D'accord, ouais. Qui en fait, eux, se chargent de récupérer les partenariats et de négocier à ta place. Et c'est vrai que moi, ça m'allait très très bien, parce que j'ai horreur en fait de cet aspect négociation, de devoir me vendre. Je connais pas les prix du marché. Bon, maintenant ça va mieux, même si ça va crescendo, et du coup tu sais jamais vraiment, ton image prend de la valeur, tout prend de la valeur, et du coup tu sais pas vraiment quand ça augmente pas, tu sais jamais vraiment, parce qu'en plus c'est pas vraiment les mêmes tarifs en fonction de si c'est un gros client, si c'est quelqu'un qui débute, il y a vraiment trop de paramètres à prendre en compte, et moi ça me gêne souvent de parler de ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en agence, et c'est bien plus simple, ça nous épargne une bonne partie de travail bien chiante à faire. Après, par contre, tu vois, je me sentirais grave de le faire pour quelqu'un. Ouais.
manager quelqu'un. Et puis surtout maintenant avec l'expérience, toute l'expérience prise au sein des agences, au sein de tout ce fonctionnement de placement de produits, je comprends très très bien comment ça fonctionne, j'ai très très bien compris le milieu et je pourrais clairement m'occuper d'un influenceur et de le vendre comme il faut, tu vois. Mais quand ça se concerne soi-même, c'est vraiment compliqué. C'est différent, je suis d'accord. Hein, mais c'est assez. C'est un peu le syndrome que beaucoup d'influenceurs ont, hein, ce syndrome de l'escroc là. De l'imposteur. Si c'est de l'imposteur, voilà, c'est ça. D'avoir l'impression que tu mérites pas ce qui t'arrive. Et du coup, c'est bien quand quelqu'un le fait pour toi, je pense. Ouais, je suis d'accord et je m'apparente à ça aussi. Après, toi, tu fais tout seul. Tu dis. Toi, tu te gères tout seul. Oui, mais ça n'empêche pas ce sentiment un petit peu bizarre de demander de l'argent aux gens à un moment donné, tu vois. Moi, j'y suis passé aussi. Je suis pas du tout à l'aise. Je suis pas à l'aise avec la promotion ni l'auto-promotion. J'aime pas parler de ce que je fais ou de ce que je vends. Et c'est pour ça que je préfère me dire, ok, Eric, tu parles pas de ce que tu vends. Tu vas juste faire du contenu. Les gens vont trouver tout seuls et ils vont acheter parce qu'ils t'aiment bien et puis voilà, parce que j'avais pas envie d'avoir à dire regardez-moi, achète, voici combien je vaux, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours repoussé le moment où je devrais genre négocier ma valeur avec une entité extérieure de laquelle je devrais dire non, c'est pas vrai, je vaux plus que ça, tu vois. Mais c'est pour ça, heureusement que les agences sont là pour ça quand même. Hein. Pas évident, c'est pour ça qu'ils prennent leur commission aussi par-dessus, bien évidemment. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que tout fonctionne. Ouais. Et quand on s'est vu à Barcelone il y a quelques mois, on a parlé un petit peu de tout ça rapidement. Et je me souviens bien, ça m'avait un petit peu frappé. Tu m'avais dit clairement des peu de choses qu'on avait dit, on avait parlé un petit peu de ton succès, de comment ça se passait, etc. Et tu m'avais fait part de ta peur, en fait, effectivement, que tout disparaisse, en fait, d'un coup, ou que tout disparaisse peut-être aussi vite que c'était arrivé, enfin, t'avais l'air, effectivement, d'avoir un petit peu, d'avoir une appréhension vis-à-vis de ça. Moi, c'est mon stress, hein, c'est mon stress quotidien, un petit peu, hein, parce que, mine de rien, tous les jours, je me rappelle que c'est incroyable ce qui m'arrive et que j'ai toujours rêvé de pouvoir vivre de ce que j'aime. Et c'est un luxe aujourd'hui pour moi de pouvoir faire ce que je veux, en fait, clairement, et que peu importe ce que je fais, je continuerai de gagner ma vie, tu vois. Et ça c'est vraiment un luxe que personne n'a envie de perdre, je pense, parce que il y a pas d'autre métier, il y a pas d'autre chose en fait qui m'animerait plus que de juste pouvoir expérimenter des trucs, continuer de me développer, continuer d'entreprendre des choses, continuer d'avoir du temps libre pour faire des choses et d'avoir de l'argent aussi pour financer certaines choses. C'est une situation qui est juste dingue, et c'est pour ça que ça me stresse de savoir en fait que c'est éphémère et que tout peut s'arrêter et que ça va forcément s'arrêter un jour. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose que tu peux continuer de faire toute ta vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon objectif principal, c'est de profiter en fait de cette situation pour essayer de créer du revenu passif. Je sais pas si ça va te parler, si ça va parler à tout le monde. D'avoir un investissement et de la stabilité, quoi. Ouais, c'est ça, de réussir à construire des choses, donc que ce soit à travers la marque de vêtements, que ce soit à travers de l'editing de livres, que ce soit à travers tout ce que tu peux investir, même en crypto-monnaie, dans l'immobilier. Voilà, c'est vraiment l'objectif premier là, c'est de réussir à se sécuriser financièrement pour en fait continuer de faire ça toute ma vie. Parce que clairement, je veux faire ça toute ma vie. Je veux juste pouvoir m'aventurer dans n'importe quel domaine qui peut m'intriguer toute ma vie. Et la seule façon de faire ça, c'est d'avoir du temps et de l'argent. Parce que si t'as pas de temps, tu peux pas faire ça. Et si t'as pas d'argent, certaines choses, tu pourras pas le faire non plus. Donc ouais, clairement, l'objectif, c'est je veux juste pouvoir continuer de créer du contenu sans dépendre de tous ces placements qui permettent tout ça, en fait, aujourd'hui. Parce que sans ça, ce serait pas possible. C'est cool, c'est exactement, enfin moi je pense exactement comme toi, tu vois, tu as dit ce que j'essaie de faire aussi, c'est-à-dire construire quelque chose qui puisse permettre comme on a tous envie, c'est-à-dire de faire ce qu'on a envie, tu vois. Là, t'étais juste en train de dire d'être libre. En fait, l'objectif final, c'est la liberté. La liberté d'avoir des options. La liberté, et le problème, c'est que la liberté, il y a forcément une liberté financière. Sans la liberté financière, t'es pas vraiment libre au final, et c'est ça qui est triste. T'es dépendant d'un taf, t'es dépendant d'un 35 heures, t'es dépendant de quelque chose qui va monopoliser 90% de ton temps et qui va t'empêcher de vraiment faire ce qui te fait plaisir, quoi. Mais t'as l'air plutôt bien parti pour
pour atteindre cette liberté quand même. On verra, hein, on verra. Franchement, moi, tous les jours, je croise les doigts. Tous les jours, je me dis, j'espère que ça va durer. J'espère que je vais pouvoir kiffer au plus possible. Mais après, tous les jours, tu taffes pour que ça marche aussi. Ah oui, c'est bien ça qui fait la diff. Mais après, le problème, c'est que voilà, c'est très concurrentiel aussi ce milieu. Et ça peut aller très vite de se faire remplacer. Il peut y avoir un deuxième Axel Wino qui va arriver derrière, qui va faire tout ce que je fais, qui en mieux, en plus beau, en plus machin. Et hop. On pourra jamais remplacer ta personnalité, tu vois. Non, ça c'est vrai. Mais bon, ça reste concurrentiel et puis tu restes dépendant aussi des gens. Tu vois, si les gens ils accrochent plus avec toi, et s'ils veulent plus te regarder, si hop, tu disparais complètement. Et hop, retour au coaching. Sauf que c'est hors de question. Moi, j'ai pas envie de retourner au coaching. Et le problème, c'est que quand j'y pense, tu vois, et que je m'imagine une autre vie, je me dis, il y a rien en fait. Il y a rien qui pourrait m'intéresser plus, dans le sens où moi j'ai envie de tout faire. Et ça n'existe pas de tout faire dans la vie. Ouais. Tu peux pas faire tous les métiers, tu vois. Et moi j'ai envie de tout faire. Et du coup je fais comment pour être rémunéré si j'ai envie de tout faire, tu vois. À part là la chance d'être sur les réseaux ou petit à petit créer du passif, tu vois. Mais ouais, je suis beaucoup trop curieux et beaucoup trop. Mes parents ils m'appelaient quand j'étais jeune. Souvent c'était un sujet d'embrouille parce qu'ils pensaient que j'allais jamais au bout des choses. Toujours j'entamais quelque chose et hop je partais sur un autre sujet, un autre sport, un autre truc et je partais toujours à droite à gauche parce qu'il y a trop de trucs qui m'intéressent en même temps et j'aimerais pouvoir tout faire, tu vois. J'aimerais pouvoir accumuler une liste de choses que j'ai fait dans ma vie tellement énorme que j'aurais des tonnes de trucs à raconter plus tard, tu vois. Et ça c'est clairement l'objectif, tu vois. C'est stylé, mais c'est vrai que là les mentalités, la société change beaucoup parce que tu te mets du point de vue de nos grands-parents, tout était dans la spécificité, dans la longueur. C'était t'as une relation, tu la tiens, tu es marié jusqu'à la fin, t'as un travail, tu fais ta carrière, tu bouges plus, tu fais le même travail que tes parents, et ça c'était encore il y a peut-être plus longtemps, mais avant tout était genre prédestiné, il fallait que tout dure le plus longtemps possible. Et là aujourd'hui, grâce à ces outils aussi, on a plus de liberté, on a plus d'options et on peut réussir, comme tu le montres, à faire tout et à quand même à changer d'avis et à être curieux et à quand même tirer les ficelles du jeu. Quand même réussir à vivre de ça, quoi. C'est dingue, hein. Mais après, franchement, je me dis, à la place de quelqu'un d'autre, tu vois, qui est un expert, tu vois, il aura pas ce problème. Et en soi c'est aussi cool, tu vois, parce qu'il a pas ce stress. Lui, tu vois, quelqu'un qui je sais pas moi, qui veut faire chirurgien, c'est sa vocation, le mec depuis toujours il veut faire ça, le mec il a vraiment une passion et cette seule passion lui suffit à être heureux. C'est beaucoup plus simple, tu vois. Moi je sais que c'est compliqué pour moi parce que je sais qu'il y a jamais une seule chose qui va pouvoir m'animer toute ma vie. Et du coup, je dois constamment être à la recherche d'un nouveau truc à faire, de nouvelles flammes à allumer, tu vois. Et je pense que c'est plus compliqué, tu vois, que quelqu'un qui sait vraiment s'épanouir d'un seul domaine. Ouais. Mais est-ce que c'est courant, tu vois? Tu dis, ouais, c'est plus compliqué. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai, quand tu le présentes comme ça, le chirurgien qui a sa vocation et qui est chirurgien, c'est-à-dire qu'il a eu les capacités, quand même, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir essayer d'être chirurgien non plus. Il a pu le faire, il a pu réussir et il adore ce qu'il fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, je signe aussi être chirurgien et adorer ça. Je signe, tu vois. Mais la force est de supposer, je pense que beaucoup de gens non seulement n'ont pas cette espèce de vocation que tu décris, mais en plus, une fois que tu l'as, il faut avoir les capacités de taffer. Moi, je pense qu'il y a bien plus de gens comme toi, comme moi, qui savent pas, qui veulent faire différentes choses, qui savent pas, parce que moi non plus, j'ai pas une spécificité de ouf où je suis en mode, tu trouves? Ouais, je trouve pas. Moi, je pense qu'il y a moins de personnes, justement. En fait, j'ai l'impression de discuter plus avec des gens, tu vois, qui sont épanouis de ce qu'ils font. Et là, j'ai donné chirurgien comme exemple, mais ça peut être prof d'école, ça peut être en fait n'importe quel métier. Et finalement, tous les gens avec qui je discute avec pas mal de gens, et il y en a plein qui me disent, écoute, moi j'adore ce que je fais, je suis vraiment passionné par mon métier, et ils sont très bien en fait dans leur routine, et tant mieux, tu vois. Et c'est vraiment, je pense que c'est l'objectif dans tous les cas, c'est d'être heureux, tu vois. C'est génial, mais je suis d'accord, justement. Et du coup, je me dis, mais purée, mais c'est trop cool pour toi, tu vois. C'est génial que tu aies pu trouver aussi rapidement ta stabilité, en fait. Et moi, c'est ce que je recherche aussi. Je recherche quand même une stabilité que je n'ai pas du tout, hein, parce que voilà, financièrement, c'est cool un mois, c'est pas cool l'autre mois, c'est très cool le troisième mois, mais voilà, tu sais jamais, et ça, c'est stressant.
Et de même dans les activités. Bon, après, je cherche pas stabilité de toute façon particulière dans mon activité. Au contraire, ça, si ça peut rester instable, tant mieux, parce que c'est ça qui me fait vivre, quoi. Donc, Ah ouais. Ah non, je suis d'accord. Quand je parler à quelqu'un de passionné par ce qu'il fait, je connais des potes qui sont médecins, qui ont fait leurs 8 ans et qui parlent que de ça, que entre eux. J'étais à une soirée avec des amis médecins l'autre soir. On parlait que de médecine pendant 5 heures, mais les meufs, elles peuvent en parler pendant 35 heures parce qu'elles adorent ça. Et moi, j'admire, tu vois. En plus, elles bossent 11 heures par jour, elles s'en foutent, elles trouvent ça cool. Donc je suis d'accord. Moi, si je pouvais genre signer pour ça, je le ferais. Et c'est cool que t'aies l'impression ou que t'entendes beaucoup de gens qui sont comme ça. Moi, j'ai l'impression c'est moins la norme de mon côté. Je sais pas. J'ai peut-être pas des. Ouais. On va faire un sondage. Mais je serais curieux. Du coup, je serais curieux de savoir. Après, ça dépend de ton âge aussi. Je pense que quand t'es jeune, forcément, tu te poses un peu plus de questions. T'as l'impression de pas nécessairement savoir ce que tu veux. Et parfois, les études ou l'apprentissage ou le CFC, ça te permet de répondre un peu à ces questions. Mais ouais, c'est marrant. Mais du coup, toi qui touches à tout, vraiment, tu fais plein, comme tu l'as dit, hein, comme on a bien compris. Tout t'intéresse, t'as envie de tout faire, t'as pas envie de rester trop longtemps sur la même chose. Tu fais même de la musique, tu fais plein de choses. Ça vient d'où, tu penses, tout ça? Donc c'est vraiment de base, c'est pas quelque chose que t'as cultivé, c'est depuis toujours. C'est vraiment un curieux naturel, hein. Après, il y a forcément... et tu vois, pareil, en fait, je me suis posé cette question hier soir, parce que moi, je pense que j'ai un petit peu une hyperactivité cérébrale. Tu sais, je suis du genre à pas réussir à m'endormir le soir, parce que je repense à tout ce que j'ai dit dans la journée, je remets en question chaque phrase que j'ai dit. Genre là, tu vas voir, là c'est ce podcast qu'on est en train de faire. Ouais. Ce soir, en m'endormant, je vais repenser à tout ce que j'ai dit. Ah, et merde. je vais me dire, putain, mais t'es con quoi, pourquoi t'as dit ça, t'aurais pu dire ci, t'aurais pu dire ça, enfin tu vois, et c'est tout le temps comme ça. Et je sais pas, ce curieux naturel, je pense qu'il vient du fait que peut-être mes parents m'ont toujours aussi emmené en colonie de vacances, tu vois, par exemple. Mm-hmm. J'ai toujours fait des colonies de vacances, donc j'ai toujours été confronté à des choses nouvelles. J'ai toujours très bien j'ai été toujours dans les premiers à me faire des potes, donc j'ai toujours été très sociable. Ouais, confronté à des choses nouvelles constamment. T'as toujours fait du sport aussi, plein de sports différents. Ouais, plein de sports différents, beaucoup de voyages différents. J'étais très jeune aussi, tout seul, dans une famille, dans un pays différent, dans une nouvelle langue, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une part d'ouverture d'esprit qui m'a été apportée à travers mon éducation, tu vois. Même mon père, je me souviens quand j'étais jeune, plus jeune, on discutait des fois le soir après manger de projets complètement farfelus, d'innovations, de trucs, parce que mon père est un peu comme ça aussi. Et du coup, je pense que tout ça a grandi à travers ça, tout simplement. C'est super intéressant. Moi, ça m'intéresse. J'aime bien poser ce genre de questions, ce genre de questions aux personnes qui sont comme toi aussi, qui sont très curieuses et tout. Et c'est vrai qu'il y a probablement une part d'éducation, une part de génétique, de prédisposition, d'environnement, et aussi une part d'auto-cultivation et d'auto-réalisation de la chose. Rien que le fait d'essayer plein de choses, il y a tout le monde, beaucoup de gens aiment tester des nouvelles choses. Quand tu commences à tester, comme tu l'as dit, tu commences à apprendre quelque chose, tu t'améliores assez rapidement parce que c'est nouveau et tu apprends vite. Et c'est tellement gratifiant d'apprendre des trucs et tout le monde aime s'améliorer en faisant des trucs, tu vois. Ouais, et je pense que tu peux y prendre goût, tu vois, comme t'as l'air de l'avoir fait. Puis c'est ça qui donne confiance. C'est ça qui donne confiance, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le sport, comme quoi le sport apporte confiance parce que tu te vois progresser, tu te vois évoluer. Au final, ça c'est une leçon de vie que tu retrouves partout en fait. Dès que tu vas faire quelque chose et dès que tu vas accomplir quelque chose, bam, c'est une piqûre de motivation. Et il y a des gens qui ont le même discours que nous, et ça je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont le même discours que nous, enfin que certaines personnes sportives, mais grâce à la musique, du style, voilà, moi j'ai commencé dans la musique, j'étais nul, machin, et puis je me suis vu évoluer, hop, ça m'a donné confiance en moi. Et au final, du coup, c'est pas le sport qui te donne confiance en soi, c'est juste quelconque évolution dans quelconque domaine, en fait, tu te prouves à toi-même ce dont tu es capable, et du coup, tu te donnes la force à toi-même de faire d'autres choses, et plus ça va, et plus tu te dis, mais attends, en fait, je peux réaliser tout, qu'est-ce qui m'empêche de faire quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Et quand tu atteins ce stade, moi, j'ai envie de tout faire, clairement, j'ai envie de tout faire. Même s'il y a ces gens de l'autre côté qui vont me dire ouais, mais si tu veux tout faire, au final, tu fais rien, tu vois. Genre, il y a plein de gens qui ont ce discours à vouloir tout faire, tu fais rien, mais moi, je pense pas. Moi, je suis vraiment pas de cet avis-là. Je pense que c'est hyper enrichissant de s'aventurer dans plein de domaines et quand je dis que je veux faire quelque chose, c'est pas le faire une semaine et j'arrête, tu vois. C'est le street, j'en ai fait longtemps, l'haltéro, j'en ai fait longtemps. C'est vraiment... J'ai l'impression d'avoir eu plein de vies. Et je veux continuer d'avoir plein de vies, tu vois. C'est le one life, mais dans une one life, t'as plein de life.
Ouais, ça me parle. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Ce que tu dis, clairement, je m'apparente bien à cette façon de penser. Je trouve ça très très cool. Je voulais rebondir un tout petit peu sur une question vis-à-vis de ta relation avec Justine, parce que Justine, pour le coup, vous êtes en couple, vous avez commencé tout ça ensemble, vous avez été un petit peu catapultés dans ce milieu les deux. Est-ce que ça te dérange de revenir rapidement sur comment vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur les réseaux tous les deux, et moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est un petit peu comment est-ce que vous arrivez à gérer et à dissocier le privé du public, de tout ça, ce qui est une question, je pense, assez commune sur les couples qui travaillent les deux sur les réseaux, quelque chose que je ne connais pas, tu vois, et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de savoir comment vous gérez tout ça. Bah écoute, alors Justine, c'est marrant parce qu'on a le même parcours de vie, mais on s'est rencontrés que, alors j'ai envie de dire à la fin, enfin c'est pas la fin, mais en gros je vais t'expliquer. On est tous les deux nés à Paris, on a tous les deux déménagé dans le sud de la France, à Perpignan, faire passer primaire, collège, lycée. On s'est jamais rencontrés là-bas. Ok. Et on a tous les deux partis en STAPS faire nos études à Montpellier. Ah ouais, carrément. Et c'est qu'une fois à Montpellier en fait qu'on s'est vu, on s'est aperçu à la salle de sport. La salle de sport. Au détour d'une machine, je soulevais des poids. Elle était là, on s'est vu. Même pas. Moi j'étais en salle, je faisais des planches avec mes élastiques. Ah, c'est stylé aussi, t'inquiète. Hein. Et du coup, on s'est aperçu là-bas. Et moi, c'était l'époque où je travaillais à Domino's Pizza. Donc, c'était mon petit job en dehors des cours. Parce que voilà, je voulais il faut bien gagner de un peu l'argent. plus de liberté. Et puis, je crois que c'était un peu la période aussi où j'étais un peu en froid avec mes parents. Et du coup, je me suis barré de chez moi. Et j'ai dit, ok, je fais ce que je veux. Je peux me débrouiller. Parce que mes parents, ils avaient toujours l'excuse facile du ok, bah alors dans ce cas-là, on te paye plus ci, on te paye plus ça. Et ils me tenaient par ça. Et ça m'a saoulé. J'ai dit, ok, je me casse. Et je suis allé travailler en tant que livreur chez Domino's. J'avais aussi trouvé un taf sur le marché, je vendais du pain le matin à 6h. Enfin bref, une galère. Et puis Gornation d'ailleurs, en parallèle de tout ça aussi. Ouais. Et du coup, il s'avérait qu'à mon taf, Domino's, il y a un mec qui travaillait aussi et qui connaissait, en fait, qui sortait avec la meilleure amie de Justine. Ah ouais, carrément. Et du coup, il m'a filé son Instagram. Et je suis allé sur son Instagram, j'ai vu qu'elle était en couple. Donc pas très bonne nouvelle, hein, mais Merde. Donc moi j'ai rien fait, mis à part continuer de la suivre, je crois. Et puis un jour, elle a répondu à une de mes stories. Donc je sais pas pourquoi elle m'a suivi et comment c'est arrivé ça exactement, mais elle a répondu à une de mes stories où je repartageais juste un post que je venais de mettre, et elle a dit waouh, trop belle la photo, ou un truc du style. Alors moi, ah ouais, choqué, alors là tu devais être choqué. Ouah, la fille elle a répondu à ma story et tout. Je pensais que c'était impossible et tout. Et puis bref, tout est parti de là. Elle aimait bien la photo, elle faisait un petit peu aussi quelques petites photos sur Instagram, etc. Moi j'ai eu cette passion de la vidéo, de la vidéo tout simplement. Et je lui ai proposé qu'on fasse des trucs ensemble. Enfin, je lui ai même pas proposé en fait. Je lui ai juste dit vas-y viens on fait des trucs. et elle a kiffé direct. Et voilà comment a commencé un petit peu notre création de contenu ensemble. Ah ouais. Et du coup par la suite, on a explosé ensemble en fait. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas cette histoire de c'est grâce à moi que machin. Non, tu vois, on a commencé ensemble. Donc il y a pas de l'un qui est au-dessus de l'autre. Tu vois, donc ça c'est pas un problème dans le couple et vu que c'est tous les deux notre travail, mais ça c'est un plus, moi je trouve. Ouais. Clairement je trouve que c'est un plus de malade parce que on a le même emploi du temps, on fait tous les deux ce qu'on veut, on est tous les deux libres et il n'y a pas de... Je pense que ça aurait été très compliqué si j'avais été avec une fille qui elle a des horaires précises, qui elle a un emploi du temps, qui elle a... Et moi non, tu vois, je pense une contrainte que ça... géographique aussi, du coup. Voilà, c'est ça. Là, on a eu la chance de pouvoir bouger à Barcelone, par exemple, tu vois, alors que de base on était à Montpellier. Si l'un de nous avait dû continuer de partir sur un master ou trouver un job à Montpellier, et ça aurait pas été possible, tu vois. Donc, je pense que le fait qu'on soit tous les deux sur les réseaux et qu'on vive tous les deux de ça, c'est un énorme plus, tu vois.
c'est que du kiff en vrai, c'est vraiment que du kiff. Et pour répondre à l'autre question du coup qui était par rapport à de dissocier un petit peu dissocier. La vie privée, tu vois, quand t'es un couple, il y a aussi, tout le monde le sait, tu vois, parler de sa copine, faire des trucs de couple, partager un petit peu de l'intimité de son couple. Les gens ils ont envie de voir ça, c'est ce qu'on a envie de voir dans la télé-réalité, c'est pour ça que ça marche. Et du coup les gens en demandent toujours plus, je pense, parce que moi j'ai été en couple, mais ma copine n'était pas du tout sur les réseaux, donc j'ai pas vécu ça. Il faut leur en donner peut-être un petit peu, mais pas trop. Où est-ce que tu mets un peu la limite? Chaque couple gère ça différemment. Comment est-ce que vous gérez ça? On s'est jamais posé, on s'est jamais dit bon ça on n'en parlera pas. Tu vois ça on s'est jamais montré en train de s'embrasser ou quoi sur les réseaux parce que ça n'a pas sa place selon vous. On garde ça ici parce que on n'en a pas vraiment forcément besoin non plus, tu vois, c'est pas quelque chose, les gens ils nous suivent pas pour ça, alors on sait qu'ils en ont tous envie, et puis il y a forcément un moment où voilà, il y aura peut-être qu'un jour oui, tu vois, pour une grande occasion, on sait pas, je dis pas jamais, il faut jamais dire jamais dans tous les cas, mais c'est juste que pour l'instant c'est pas autour de ça que ça tournait, tu vois, c'était plus autour de nos embrouilles, autour de nos petits sketchs d'humour, autour de la voix de Justine, autour de moi mes saltos, voilà, l'attention est portée sur autre chose, donc c'est pas plus mal, si tu veux mon avis. Oui, non, mais c'est clair. On aurait pu. Il y en a, ils sont suivis que pour ça, parce qu'ils s'affichent en train de s'embrasser, en train de faire des trucs. Moi, c'est pas vraiment l'image que j'avais envie de montrer. Donc, on s'est pas. Et elle non plus, d'ailleurs, je pense. Donc, on s'est pas aventuré là-dedans. Et non, on n'a pas vraiment de frein, en fait. Moi, on expose, je sais pas ce qu'on expose, on expose des trucs mignons, des fois des petits câlins, mais enfin c'est pas des photos sûr. Ensemble. Voilà, oui, oui. Ah, vous êtes en couple quand même, donc c'est normal. Ouais. Et puis après, dans tous les cas, sur les réseaux, t'es libre de partager ce que tu veux. Donc en soi, la limite, elle se fait naturellement par le fait que déjà, on n'est pas H24 en train de vlogger, tu vois. Donc, malgré ce qu'on pourrait croire entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on pourrait croire, tout comme moi par exemple, on peut croire que je m'entraîne 2 fois par jour tous les jours, c'est ce qu'on me dit parfois, alors que parce que c'est juste que dans mes stories je partage beaucoup de mes entraînements, du coup on a l'impression que je fais que ça de ma vie, et quand t'es vlogueur je pense que c'est encore pire, c'est encore plus on te dit mais t'es constamment en train de te filmer en fait, tu t'arrêtes jamais quoi. Et là ah non, nous on est loin d'être vlogueur, et je sais même pas si on pourrait être vlogueur vraiment, parce que pareil, pour revenir sur le moment présent, moi je trouve que depuis qu'on est sur les réseaux ça devient très compliqué de rester dans le moment présent. Ça, je te rejoins. Parce que t'es constamment stimulé en fait par des notifications, par un truc qu'il y a à faire, par ton projet, il y a tellement de trucs en tête, ça devient compliqué de trouver du temps pour être dans le moment présent. Pour rien faire et juste être là, maintenant. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, c'est devenu un stress pour moi de ne rien faire. Enfin, c'est vraiment... je ne fais rien, je stresse. Tu culpabilises ? Je me dis, attends, voilà, ouais, je culpabilise. Je me dis, oula, j'avance sur rien et tout, il y a un problème. Des fois tu vas trouver ça drôle, mais ça fait un moment, et ça fait rire Justine à chaque fois. Des fois, je me réveille, je me dis, purée, j'ai 23 ans, je suis toujours pas libre financièrement. Il y a vraiment un problème, tu vois. Et c'est vraiment des questions que je me pose. Je me dis que j'ai 23 ans, je suis toujours pas millionnaire. C'est quoi ça? Putain, mais oh là là, Axel, mais qu'est-ce que t'as fait pendant 23 ans, putain? T'es toujours pas millionnaire, mec? Oh là là, quelle vie gâchée. Parce que plus ça va, plus t'attires des gens comme ça, et plus tu rencontres des gens comme ça, et puis tu te dis, mais merde, mais lui, il a 17 ans, il est libre, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis là, je galère pas, je suis cool, mais j'ai pas cette liberté. Et du coup, c'est vraiment devenu l'objectif, là. Je veux être libre au plus vite, tu vois. Et mec, c'est beau d'avoir un objectif, et c'est justement comme ça que tu te donnes les chances de l'atteindre, tu vois. Moi, c'est la même chose, et on est tous comme ça. Moi, je vois des mecs comme toi à 23 ans. Moi, à 23 ans, je faisais toujours pipi dans mon froc, tu vois. Non, mais en vrai, tu vois des photos de moi à 21 ans, ça faisait 3 ans que je faisais de la muscu, je ressemblais à rien. On n'aurait pas du tout dit que je faisais de la muscu. Et là, moi, je regarde des mecs, ils ont 21 ans, c'est des stars, ils ont des physiques extraordinaires. Bon, après, il y a aussi le dopage, tout ça, c'est pas très intéressant, mais voilà, j'entends. Moi, quand je vois des mecs de 20 ans, je vois Tristan, je vois des mecs comme toi, 22, 23 ans, ils cassent tout. Je me dis, putain, j'ai 30 ans, je suis en retard de ouf, tu vois. Je me dis, il faut que je me dépêche. Donc, je pense qu'on a tous ce genre de... ouais, on a tous ce genre de truc. En tout cas, t'as l'air d'avoir aussi cette mentalité dans laquelle je me reconnais un petit peu, qui est de... c'est cool, je suis content, mais j'aimerais bien... j'ai envie de continuer, quoi. J'ai envie de faire plus, surtout que je sens que je peux faire plus, tu vois. Ouais, et du coup, ça devient... le revers de la médaille, c'est peut-être un petit peu de réussir à relever le pied de temps en temps et à se retourner un peu et de se dire, ok, bon, je suis peut-être pas millionnaire à 23 ans, mais j'ai quand même fait des trucs, je peux quand même être content. Non, il y a quand même des beaux accomplissements, c'est sûr. Ah oui, mais pareil, si tu veux espérer que ça arrive, je pense qu'il faut
Il faut y croire. En fait, je suis tellement loin dans cette idée de croire en ce que tu veux qui arrive que j'ai des. Franchement, je me fais des réflexions totalement absurdes, hein, je le sais. Mais c'est pas grave. Ça va forcer la chose, tu vois. Ça peut être qu'un plus, en fait. Ça coûte rien de le penser. Ça coûte rien de le croire et ça coûte rien de s'imaginer déjà libre. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, ça coûte rien. Au contraire, je pense que ça cultive cet état d'esprit qui va réussir à t'y amener. Ouais, non, c'est clair. Moi, tu vois, je te fais confiance. Hein. Moi, je parie sur Axel libre un jour ou l'autre. Alors, je vais pas te sortir d'âge, tu vois, parce que je veux pas te mettre la pression. mais tu m'as l'air bien parti. Tu m'as l'air déterminé et je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Donc, enfin bref, je te dis ça parce que c'est ce que je pense. On va continuer de travailler, on va surtout essayer de continuer de prendre du plaisir, parce que l'objectif au final c'est ça. Hein. D'ailleurs, ça c'est une autre contrainte que j'aimerais résoudre, et c'est pour ça que je cherche absolument à atteindre cette liberté financière, c'est parce que en fait la vidéo pour moi c'est la création tout simplement, c'est une passion, que ce soit des vidéos, que ce soit de la musique, que ce soit aller faire du sport, c'est tellement cool que ça m'énerve. Finalement, le fait que ce soit devenu un métier, ça vient gâcher un peu ça, tu vois. Et j'aimerais bien revenir à ce stade où ce n'est plus mon métier, mais c'est juste ma passion. Et où je fais des vidéos, quand ça me chante, si j'ai envie de faire une vidéo par mois, je fais une vidéo par mois. Si j'ai envie de rien faire parce que j'ai pas d'inspi et parce que, voilà, la créativité, c'est pas quelque chose c'est pas tous les jours, tu vois. Déjà, moi, je poste un TikTok par jour. Il y a des jours, il y a forcément des trucs nuls, tu vois. Tu peux pas être tout le temps au top de ta créativité. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir le luxe, tu vois, de me retenir, de me contenir des fois et de rien mettre pendant une semaine ou deux parce que j'attends l'inspi, j'attends le bon truc et aller vers des choses plus qualitatives et qui me correspondent mieux plutôt que toujours me dire oh là là, si je poste pas, machin, on va m'oublier, après si on m'oublie, du coup c'est fini pour moi, je vais devoir trouver un autre taf, sauf que moi ce qui m'anime c'est ça et c'est stressant et c'est pour ça que la liberté financière ça permettrait de plus avoir besoin de gagner sa vie grâce à ça parce que tu gagnes ta vie autrement. Et de pouvoir juste faire ça par passion et pas aussi pour l'argent. Parce que malheureusement, c'est ce qui se passe en fait. Au final, c'est normal, tu vois. C'est comme avoir un travail entre guillemets conventionnel. Toi, tu dois poster tous les jours sur TikTok. Quand on a un travail, il faut aller tous les jours au travail parce que sinon tu te fais virer, sinon t'as plus d'argent, etc., etc. Et faut pas croire quand t'es sur les réseaux et que tu vis de ta passion, c'est quand même un travail. Et qui dit travail avec la connotation négative entre guillemets du travail, qui est, je fais quelque chose que je suis obligé de faire pour gagner de l'argent parce que il faut bien manger et c'est pas. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une obligation. Ouais. Et c'est en fait, moi, j'aimerais qu'il n'y ait aucune obligation. Et j'ai toujours détesté les obligations, que ce soit à l'école, que ce soit même dans des clubs sportifs. Ça me saoulait de devoir être à l'entraînement à 16h, tu vois. À 16h, moi, je suis pas en forme, j'ai pas envie de venir, tu vois. Et il y a toujours des obligations. Et l'objectif ultime, c'est de plus avoir d'obligations, tu vois. Et là, il y a des obligations dans un milieu. C'est le milieu qui me fait le plus kiffer, mais il y a des obligations maintenant. Et ça. Bon, c'est pas grave, tu vois, parce que ça reste de la passion, mais ça titille un peu, ça fait chier, tu vois. Tu te dis, putain, ce serait quand même mieux s'il y avait pas ça, tu vois. Ça donne des pistes d'amélioration. Au moins, tu sais où travailler, du coup. C'est ça. Tu sais, ok, moi, je veux atteindre ça, il y a ces petits trucs qui me titillent. Moi, c'est la même chose, j'ai aussi remarqué des trucs qui me plaisaient pas dans ce que je faisais. Je dis, ok, comment est-ce qu'éventuellement on va pouvoir se débarrasser de cette corvée, entre guillemets, tu vois. Cette corvée. Histoire de ne faire que les trucs amusants. Et ça, c'est tout un bel objectif à part entière. Il y a aucun doute là-dessus. Et pour tenter d'atteindre ces choses, tu lances un petit peu des projets. En ce moment, j'ai vu que il y a pas mal de choses qui se passent. C'est avec Justine, je crois, du coup, la marque de vêtements que vous avez. Ouais. Vous avez lancé ça récemment, je crois. En tout cas, vous lancez des collections ouais, c'est ça, régulièrement. On lance une collection par mois. C'est le principe. On essaie de sortir un drop tous les premiers du mois. Et comme ça, de cette façon, on peut essayer de sortir un drop adapté à la situation dans laquelle tout le monde vit et faire des drops un peu sympas, tu vois, avec des messages en rapport peut-être avec l'actualité, des designs un peu cool, des designs un peu différents, parce que de base, c'est quand même ça l'éthique de la marque, tu vois, c'est d'essayer de faire les choses différemment. D'où le nom Biou. D'où le nom Biou, ouais. Et du coup, voilà, on sort un drop par mois et l'idée, c'est tous les 6 mois peut-être essayer vraiment de sortir une collection bien différente, tu vois. Mais le problème, c'est que si on veut vraiment créer des coupes particulières, etc., ça demande plus de temps que juste un mois. Donc on s'est dit, on sort un item par mois et tous les 4 à 6 mois, on essaie vraiment de sortir une grosse collection avec des trucs bien différents. Comme là, on a commencé avec des t-shirts kimono, tu vois, c'est une coupe vraiment particulière qui existe, enfin ça doit exister, mais c'est pas commun, peu tu vois. courant, ouais.
Ouais, peu courant. Et puis là, on a d'autres idées par la suite, de choses qui vont arriver. On se donne un an, on verra où est-ce qu'on en est au bout d'un an, parce que c'est vrai qu'à coup de 24 heures par mois, c'est très difficile de se faire connaître, c'est très difficile d'avancer, et c'est très difficile de créer l'engouement qu'on a envie de créer autour de la marque aussi. Tu vois, cet aspect d'exclusivité, de rareté, et c'est maintenant ou jamais. C'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place, donc c'est risqué. Mais on sait que ça a fonctionné déjà ailleurs et que qui ne tente rien n'a rien dans tous les cas. Donc nous, on fait ça bien, on essaye de faire les choses correctement, on s'investit là-dedans, on est bien entouré, on est bien accompagné et on verra. Puis si ça marche pas, il y aura autre chose. Dans tous les cas, il y aura toujours autre chose. Ça fait partie des différents projets qui t'intéressent et ça fait aussi partie des tentatives que tu as d'essayer de stabiliser un petit peu la chose, de créer quelque chose qui soit séparé de toi et qui puisse entre guillemets travailler tout seul, je suppose. Voilà, exactement. Ça, dans tous les cas, je pense qu'on l'a beaucoup répété dans cette vidéo, mais c'est clairement l'objectif. C'est de créer du revenu passif, de faire travailler son argent à sa place, parce que qu'on le croit ou non, en 2021, ça marche. Et pour moi, il n'y a pas mieux pour s'enrichir que de faire travailler son argent et pas de le laisser juste dans son compte bancaire attendre qu'il perde en valeur tout seul. Ouais, là on est d'accord là-dessus. et à côté de ça, récemment, tu as commencé à faire de la musique. En tout cas, tu as sorti un premier single, si je ne m'abuse, c'était le premier, et même un clip, Rêve, du coup. Que j'ai écouté à la sortie, que j'ai trouvé ça bien stylé. Surtout, tu vois, moi, j'ai surtout admiré le fait de, ok, le mec, il avait envie de faire de la musique, il l'a fait. Il a fait son clip, il a fait sa musique. Et ce qui est, ça qui est beau aujourd'hui, c'est que, entre guillemets, tout le monde peut sortir une musique, écrire un livre et tout ça. Et ce qui est difficile ensuite, c'est de le faire lire et entendre et tout ça. Et ça venait d'où? C'était un nouveau projet passion pure et dure? Ça, c'est étroitement lié, pareil. Alors, on a parlé tout à l'heure de quand j'étais plus petit, mes complexes, etc. Donc, il y a eu le salto qui m'ont sauvé la vie. mais du coup, il y a eu aussi la musique qui m'a... Mais du coup, qui je pensais allait m'apporter quelque chose. Enfin, ça m'a apporté quelque chose. J'ai fait de la guitare. Mes parents m'ont offert une guitare, j'ai appris la guitare, j'ai regardé des tutos, des machins, et ça faisait son effet, tu vois, en soirée, je sortais la guitare, le mec qui fait de la guitare, voilà, encore une fois, essayer de se valoriser et de passer au-delà de tes complexes, et bizarrement, j'ai toujours aussi bien chanté quand j'étais petit. Je crois que c'est mon grand-père qui avait une oreille assez musicale et qui a toujours été bon en musique, et du coup, mes parents, ils m'ont inscrit un jour dans un cours dans un concours de chant pour gagner un an de cours de chant. Ah ouais, ok. Et moi, j'ai jamais aimé en fait chanter devant les autres. C'était vraiment une honte pour moi de chanter, etc. Et je suis allé à ce concours et j'ai gagné ce concours. Ouais. Donc j'ai gagné un an de cours de chant. Trop cool. J'y suis allé 2 fois et j'ai arrêté. D'accord. Parce que j'avais beaucoup trop honte, vraiment. C'était une honte pour moi de faire ça. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais admiratif de plein de chanteurs. Je me disais, waouh, c'est trop cool et tout. J'aimerais trop pouvoir faire ça un jour, monter sur scène et juste, voilà, transmettre des good vibes aux gens sur scène et faire plaisir, tu vois. Et je sais pas, quand j'avais trop honte, du coup j'ai arrêté et j'ai plus jamais chanté devant personne. J'ai arrêté même d'ailleurs de chanter. C'était de temps en temps quand j'étais tout seul, qu'il y avait vraiment personne dans la maison, hop, je tentais des trucs, mais du coup voilà, après j'ai mué, et puis manque d'entraînement par honte, tu perds aussi en technique, etc. Et là, je sais pas, récemment je me suis dit, écoute, c'est quoi là pourquoi t'as honte, pourquoi, tu vois, assume-toi vraiment complètement, t'as toujours aimé ça, t'as eu un temps des capacités dans la musique, donc à voir s'il en reste, tu vois, à voir ce que tu peux travailler, à voir ce que ça peut donner. Et je me suis dit, écoute, voilà, j'ai du temps, je peux le faire, j'ai un pote à moi dont je suis extrêmement fan, qui fait de la musique et qui a proposé de m'aider tout simplement à réaliser cette musique. J'ai dit, bon écoute, go, on verra bien ce qui se passe. Moi j'ai toujours voulu faire ça, et c'est pareil, c'est un petit trophée en plus c'est une petite ligne en plus sur ta liste de choses accomplies. Une petite ligne de choses accomplies, d'avoir réussi à faire un son, d'avoir réussi à faire un clip aussi de cette qualité, parce que il est propre, hein. Il a ses défauts, mais ça reste tourné à la raid.
Tu vois, ça reste une caméra de cinéma. C'est genre, même moi qui kiffe en plus l'audiovisuel, la réalisation, le cinéma, la vidéo. Mais moi, sur le tournage, j'étais comme un gamin. J'étais fou. Je voyais une Red. Je dis, attends, on est en train de me filmer. Moi, Red. Ok, d'accord. Hollywood. J'étais complètement fou. Et c'est des émotions de dingue. C'est des souvenirs de dingue. Et je suis trop content, en fait, d'avoir fait ça, tout simplement. Et puis, après ça, ensuite, avec les retours que j'ai eus aussi, ça encore une fois, c'est une nouvelle sensation découverte de réussir à toucher les gens à travers un son. C'est vraiment quelque chose qui, je me suis dit ok, bon là franchement c'est unique, c'est ça les réseaux, c'est quand même le partage, tu vois, et tu fonctionneras sur les réseaux que si tu as vraiment quelque chose à partager et si tu arrives à te faire entendre à travers ce que tu partages, tu vois. Et la musique, ça peut toucher tellement de gens et ça peut tellement toucher profondément, d'ailleurs, plus qu'à travers un discours. Il y a des gens, ils se remettent de n'importe de situations horribles dans leur vie à travers une musique, tu vois. Tu fais pleurer des gens dans des musiques, tu fais rire des gens dans des musiques, et je trouve ça juste dingue de pouvoir transmettre autant d'émotions. Et quand moi j'ai certaines personnes qui m'ont dit franchement ton son je l'adore, je l'écoute tous les jours. Mais c'est attends, fou. Ça doit être ultra. C'est hyper gratifiant. Ouais. Tu te dis attends moi, go, j'ai envie d'en faire d'autres, tu vois. Et du coup j'ai pour projet, je pense, d'en refaire parce que c'était une expérience de dingue. J'en ai appris énormément, que ce soit même en termes de logiciels de montage, tu vois, comment utiliser FL Studio, tous les autres logiciels, comment écrire, comment tout le processus pour faire un son, tu vois, le fait de commencer par faire du yaourt, la création de la prod, l'enregistrement, les bacs, le mastering, le mixage, tout ça, tu vois, c'est des compétences qui sont juste ouf à regarder parce que moi du coup je sais pas faire ça, et je pense d'ailleurs pas que je vais trop m'aventurer dans ça. Je vais plus rester en tant qu'interprète, tu vois, et juste chanter, tu vois, et écrire c'est ce que je peux faire. Mais après la partie technique, c'est des années d'expérience avant de pouvoir faire un beat vraiment potable, vraiment un truc carré. C'est vraiment un métier, et un art à part entière pour le coup. Donc il y en a d'autres qui sont justement plus passionnés et plus compétents là-dedans, et je préfère laisser le travail aux gens compétents pour ce qui concerne le beatmaking. Moi je viens, j'écris mes paroles, je trouve mon flow, je m'enregistre, et après encore ça passe à une autre personne pour ce qui est mixage. En soi là pour le coup mon pote savait tout faire, donc c'est lui qui a tout fait, tu vois. Et j'ai été pendant tout le long admiratif de ça, tu vois. Je le voyais faire et j'étais en mode mais mec, mais on a eu tellement de vies différentes, toi. Pendant que moi je faisais des planches et tout, toi t'as appris tout ça et je t'envie. J'étais jaloux de pas pouvoir faire ça, tu vois. Et bon, peut-être qu'un jour je m'y lancerai, mais là franchement pour le coup c'est un milieu pour rattraper le temps. Ah ouais, tu rattrapes pas le temps. Ça s'invente pas, il faut mettre les heures. Il faut mettre les heures. Il y a pas le choix. Et malheureusement. Il y a des milieux comme ça où tu te dis des fois les heures mais vaut les laisser à ceux qui ont déjà acquis ça ou pas. Et collaborer avec eux. Ça je sais pas. Et collaborer avec eux ou pas après. Je connais des gens qui sont graves dans le mode non. Peut-être qu'à court terme ça va te faire gagner du temps, mais à long terme si tu apprends à le faire, tu seras forcément plus efficace. Ouais, ça c'est un autre débat encore ça. Un autre débat. Réussir à déléguer, etc. Faire les choses soi-même. Alors ça c'est encore autre chose. Et là aujourd'hui, du coup tu attaques tous ces projets. Comment est-ce que tu vois le futur, comment est-ce que tu te vois évoluer un petit peu là-dedans? Tu vas continuer à essayer de toucher un petit peu à tout, t'aimerais bien avoir un gros projet qui puisse partir. Est-ce que pour toi, les réseaux, en fait, est-ce que tu as l'impression que c'est une fin pour toi ou est-ce que c'est plutôt un tremplin pour sortir un petit peu de ça? Comment est-ce que tu te clairement, te représentes l'avenir? Les réseaux, c'est un potentiel tremplin vers la vie dont j'ai toujours rêvé, en fait. Donc en soi c'est une vie que je suis en train de vivre actuellement, mais le rêve c'est que ça reste toute ma vie et que j'en ai la certitude, tu vois. Donc là je vis déjà un rêve, mais juste je préférerais me dire que ce rêve il va rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours, tu vois. Donc là l'objectif il est là, et du coup oui, les réseaux pour moi c'est un tremplin pour potentiellement avoir accès à ça, tu vois. Comme ça aurait pu être autre chose, tu vois, mais c'est aussi les réseaux qui en soi les réseaux c'est mon premier vrai salaire. C'est là où j'ai eu mes premières rentrées d'argent, parce que quand je travaillais à Domino's que je gagnais 300 € par mois, ça change pas ta vie, tu vois. Mais quand tu commences à avoir un vrai salaire, tu vois plus grand en fait. Et du coup c'est aussi ce tremplin qui me permet de voir plus grand, qui me permet de dire ok, j'arrive à gagner de l'argent et je peux faire certaines choses avec mon argent, et voilà maintenant où est-ce qu'on peut aller. Et du coup
c'est clairement le tremplin vers des projets plus grands et des projets qui vont peut-être permettre du coup d'acquérir cette liberté, tu vois. Et après en termes de projets perso, moi il y aura toujours des nouveaux trucs, hein. Je sais que là j'ai l'impression, je vais sûrement dans pas longtemps sauter en parachute, tu vois, pareil, truc dans la liste que j'ai envie de faire dans ma vie, sauter en parachute. Il y a un énorme point faible que je veux absolument régler, et ça aussi c'est un rêve, je veux savoir danser. Mais bien danser, tu vois. Je me dégoûte là quand je me vois danser, je suis complètement... Et ça, pareil, c'est quelque chose, je veux acquérir cette compétence, je veux être capable de danser. Et je vais m'y mettre, je pense, là, c'est prochainement, je pense que c'est peut-être le prochain truc, la prochaine discipline sur laquelle je vais vraiment m'intéresser, c'est savoir danser, tu vois. Parce que bon, on sait jamais. S'il y a un prochain clip, peut-être que du coup, cette fois-ci, je pourrais faire de la danse dedans, tu vois. Parce que mine de rien, tout est complémentaire. Tout est complémentaire à la danse, le chant, le tenir sur les mains, les saltos, la vidéo, la musique, tout. Au final, tu peux faire, je pense, une sorte de vidéo incroyable où tu produis tout toi-même et tu peux un peu montrer plein de choses. C'est cool. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pareil, la musique, j'ai envie d'essayer des trucs, j'ai envie d'apprendre des choses, et ça résonne beaucoup avec ce que je pense aussi, ce que tu dis. Donc c'est vraiment. C'est cool, c'est vraiment... J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir Axel Wino commencer à danser. J'ai hâte de voir le prochain clip où tu nous feras une petite choré avec des danseurs derrière et tout là. Ça, je pense qu'il y a du travail, hein. Il y a vraiment du mais c'est travail. Ça qui est beau. Tu vas voir, tu vas kiffer au début, tu vas apprendre de ouf, tu vas t'améliorer super vite comme toujours. Et ça... J'ai vraiment l'impression de partir de très loin, hein, pour la danse, pour le coup. C'est un peu comme quelqu'un qui commence le street et qui sait même pas faire une traction, tu vois. C'est vraiment... Je me situe là, dans la danse. C'est vraiment... Il y a du chemin... Et c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Tu pourrais être d'autant plus fier. Et j'ai déjà en tête peut-être des vidéos, même vidéo évolution, tu vois, faire une vidéo évolution sur YouTube, voire même sur TikTok. J'avais peut-être même eu un projet, tu vois, de choisir des danses, parce qu'il y a des danses TikTok qui sont faites par des danseurs professionnels et ça rend vraiment pas pareil, tu vois. C'est vraiment... tu captes que c'est une danse TikTok, mais il y a du skill, tu vois. Et je sais pas, je me suis dit pourquoi pas, tu vois, faire un concept où je choisis une danse qui me plaît, je m'enregistre la première fois où j'essaye de suivre, et c'est catastrophique. Je dis rien pendant des mois, je m'entraîne, je la perfectionne, et ensuite je fais juste un avant-après, tu vois, du premier jour et 60e jour, ou tu vois ce que je veux dire. Ça pourrait être cool, ça me plairait bien de faire ce genre de truc, donc pourquoi pas en vrai. Ouais, c'est trop cool, et tout le monde adore, hein, une bonne vidéo de transformation. C'est pas pour rien que c'est un concept qui marche bien. Encore une fois, c'est juste pour montrer le progrès. Ouais, tout le monde adore la transformation et ça donne espoir. Exact, et ça fait rêver, ça donne la motivation, et on réalise que tiens, moi aussi en fait je peux me transformer si lui il y est arrivé. C'est un peu l'objectif finalement, autant pour toi que pour moi, je pense, sur les réseaux, tu vois, quand quelqu'un cherche à faire plein de choses, au final c'est aussi parce que tu cherches à montrer que tout le monde peut faire plein de choses, et que si toi tu peux le faire, tout le monde peut le faire, tu vois. Donc c'est un bel exemple, je trouve, et on devrait avoir notre niche des gens qui cherchent à donner espoir et à motiver. Est-ce qu'il y a besoin d'une niche, ou est-ce qu'on est tous dans cette niche à un certain degré? Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve ça beau, et ça me parle beaucoup de discuter avec des personnes comme toi et comme d'autres. Tristan, Super Echo, c'est un petit peu d'autres aussi créateurs qui touchent un peu à tout comme ça. Voilà, ils touchent un peu à tout. Ils ont juste envie d'apprendre, et c'est pas toujours évident de se faire sa place avec ces histoires d'étiquettes et tout ça. C'est clair. Et je me doute bien, mais moi, je respecte et j'admire de fou cette soif et cette passion d'apprentissage personnel, et de juste avoir envie, tu vois, juste de se dire putain, mais ça serait trop stylé si je pouvais apprendre à danser, quoi. Je suis une énorme bite en danse, mais ce sera d'autant plus cool, et j'ai d'autant plus envie, et ça, franchement, je trouve ça très très cool, et je pense que c'est vraiment un état d'esprit qui ne perd pas à être popularisé et à être promu, quoi. Donc je suis complètement d'accord, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir par la suite, et on verra, mais en tout cas moi je vais continuer, peu importe si l'algorithme est en ma faveur ou pas. Dans tous les cas, l'objectif c'est de, même si voilà, sur le papier il y a écrit 2 millions, mais que la réalité des choses c'est qu'il n'y a pas 2 millions parce que l'algorithme, parce que même si tous les jours il y a 1, 2, 3, 100 personnes qui arrivent à voir plus loin que cet algorithme et à voir vraiment la personne qui a derrière tout ça et être touché par ça, c'est l'objectif, tu vois. Moi je préfère toucher 10 personnes qui me voient de l'intérieur et qui s'inspirent de ça pour réaliser des choses dans la vie, plutôt que d'avoir 200 000 personnes qui se disent waouh, ce mec fait un salto, c'est cool, tu vois.
Ouais. Parce que malheureusement, c'est ça, tu vois. Ouais. Et c'est aussi ça qui est dur à faire sur les réseaux, et surtout quand moi ça fait qu'1 an, tu vois, j'ai pas eu le temps vraiment de me faire découvrir. Et le plus important, c'est de faire découvrir ta personne, et pas ton salto, tu vois. Pas uniquement tes compétences qui sont, entre guillemets, substituables par quelqu'un mais d'autre. Ça, c'est un processus qui prend du temps. Ah oui, c'est un processus à part entière, effectivement. Ouais. Mais Axel, mec, merci beaucoup de m'avoir accordé 1h30 de ton temps pour discuter. Avec grand plaisir. C'était très très cool. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Je pense qu'on pourrait parler encore longtemps de plein d'autres sujets. C'est clair. Mais non, ouais, vraiment sympa, j'aime beaucoup. Bah écoute, si du coup Axel Wino, hein, partout pour le coup, TikTok, Instagram, sur YouTube, vous avez une chaîne en commun avec Justine. Sur YouTube, c'est ça, ouais, hein, on a une chaîne en commun qui s'appelle Drôle de Couple. Drôle de Couple. De toute façon, tous les liens seront dans la description de l'épisode comme d'habitude. Et puis voilà, bah Axel, merci encore. À bientôt, merci à toi, Barcelone ou par ici en Suisse ou en France. Carrément. Dès que tu passes, tu me dis, nous faut qu'on vienne en Suisse aussi un petit peu découvrir. Vous n'hésitez pas. Et puis voilà, merci encore d'être passé, mec. Merci à toi. Merci encore à ce cher Axel pour cette discussion. Si tu veux en savoir plus sur lui, tous les liens vers ses réseaux sont dans la description de l'épisode ou de cette vidéo YouTube, parce que, oui, le podcast est sur YouTube. D'ailleurs, c'était une des dernières interviews que j'ai faites en audio, parce qu'à présent, j'essaye de les faire en vidéo également, notamment quand c'est des créateurs de contenu. C'est pratique, ils savent comment se filmer, tout ça, c'est très très bien. Et ça sera sur la chaîne YouTube du podcast dès la prochaine interview, probablement. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, bah tant mieux. Et c'est le but, tu vois. Si t'as envie de partager l'épisode, t'as envie de partager le podcast, de poser une petite review sur iTunes parce que tu te dis que ça peut faire la diff pour que le podcast soit connu par plus de gens. Eh ben tu peux, voilà. Mais t'es pas obligé. Tu fais vraiment ce que tu veux. Moi, de toute façon, je pose ça là et puis tu en fais, t'en fais ce que tu veux. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode si tout va bien. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.